nous accueillons ici, je voudrais lui demander de monter en tribune, Bernard Meunier. Et Bernard Meunier, ce qui n'a pas été écrit dans la presse, en tout cas pas suffisamment à mon sens, mais ils y sont pour rien, c'est peut-être notre faute à nous, est l'ancien président de l'Académie des sciences et l'ancien président du CNRS. Par ailleurs, donc c'est un homme qui a eu des responsabilités nationales éminentes et que j'ai connu dans ce cadre-là, surtout quand il était au CNRS, et que nous avions, avec le président Georges Frêche, lancé l'immense programme de réorganisation, reconstruction, réaménagement du campus Balard, c'est-à-dire l'ensemble de la chimie de Montpellier, c'est-à-dire à la fois la chimie du solide, c'est-à-dire la chimie du silicium, l'électronique, et la chimie du vivant, c'est-à-dire la chimie du médicament. Et Bernard Meunier avait accepté, à l'époque, de présider le comité scientifique de ce grand projet de 110 millions d'euros quand même. Ce qui n'est pas rien pour reloger toute la chimie montpelliéraine qui vit sur ses deux pieds, la chimie du solide et la chimie du vivant, et un petit peu aux interfaces sur la chimie des colloïdes et des catalyseurs et des membranes. La membrane, c'est du solide, mais ce n'est pas le même solide que l'électronique. Donc l'ampleur de la chimie est quelque chose de spectaculaire, et je pense que dans les prochaines années, à l'Agora des Savoirs, dans l'année qui vient ou l'année d'après, on reparlera de chimie sur le fond, puisque la chimie, elle est partout. Donc, et alors que c'est un mot que nous avons tendance à mettre avec la poussière sous le tapis. Mais le monde d'aujourd'hui n'existe pas si la chimie, si les chimistes ne sont pas là pour l'accompagner. Alors aujourd'hui, avec Bernard Meunier, un grand scientifique qui a fait son doctorat de chimie à Montpellier. Et ça, quand même, c'est un plaisir de le souligner. Et je crois que vous connaissiez bien le professeur Corru. Mon maître. Rien que ça. Paix à son âme, il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était un Catalan. Comme quoi, nous avons à Montpellier des gens d'exception et certains qui reviennent. Donc, ancien président du CNRS, ancien président de l'Académie des sciences, toulousain, par ailleurs. Comme quoi, la grande région, ça marche depuis longtemps, au fond. C'est pour ça que j'ai dit la grande région. La grande région et ces deux métropoles, ça marche depuis longtemps et ça marche bien. Il est également professeur à l'Université de technologie de Guangdong en Chine depuis 2012 et a été enseignant à l'école polytechnique et a été titulaire de la chaire d'innovation technologique du Collège de France. Voilà ce que je peux dire sur Bernard Meunier, que je remercie vraiment d'avoir été là et d'être avec nous ce soir, et d'autant qu'il repart demain, un peu plus loin, et qu'il a fait le déplacement exprès pour Montpellier ce soir. Donc, le cerveau, Alzheimer, est-ce qu'on a besoin de chimie pour soigner aujourd'hui? Une grande question. Monsieur le professeur, cher ami, à vous. Merci. Alors, je vais prendre un micro parce que j'ai tendance à me promener pendant mes exposés. Oui, c'est un vrai plaisir, puis une petite émotion, parce qu'en reparcourant 50 ans plus tard les rues de Montpellier, on peut voir l'évolution des changements. Oui, 1969, c'était ma rentrée à l'université de Montpellier. Voilà, j'ai passé une thèse de 3e cycle avec Robert Corrieu. Robert Corrieu a été, à mon avis, un des grands dans la liste des professeurs de chimie de l'université de Montpellier. Il avait un enthousiasme pour la science absolument exceptionnel, et il avait une rigueur scientifique dont j'espère que j'ai hérité un petit peu. Voilà. Alors je vais essayer de vous parler aujourd'hui un peu de chimie tout de même pour démarrer, mais chimie que je vais replacer dans le contexte des médicaments. Voilà. Alors, les médicaments, on a un peu tendance, et j'ai eu le plaisir de répondre à des questions aujourd'hui qui ont été publiées dans le Midi Libre, questions venant d'étudiants en pharmacie, 3e et 4e année de pharmacie. Et j'ai vu tout de même que, à travers les questions,
certains étudiants avaient oublié que, grosso modo, quand vous rentrez dans une pharmacie actuellement pour acheter un médicament, à 80 ou 85%, ce que vous achetez, c'est un produit chimique créé pour devenir un médicament, avec un excipient, un enrobage, utilisable par voie orale. Vous avez aussi des vaccins, ça c'est tout à fait différent. Mais tout ce qui a fait la révolution dans le traitement des cancers, les anticorps monoclonaux, ce qu'on appelle en jargon moderne les biopharmaceutiques. Avant, on parlait que des produits pharmaceutiques. Maintenant, on a des produits chimiques pharmaceutiques et des biopharmaceutiques, c'est les anticorps monoclonaux. Et ça, c'est le domaine du cancer. Et ça a très, très bien marché sur le domaine du cancer. Si vous avez envie d'avoir un conférencier dans ce domaine-là, je peux vous donner des noms. Alors, on va regarder un petit peu un point essentiel et qui permet de replacer la chimie dans son contexte dans le domaine de la découverte de médicaments. C'est que si on regarde les statistiques de l'administration américaine, qui sont très bien faites, l'administration américaine fait très bien ses statistiques. Au niveau européen, ça marche un tout petit peu moins bien, et ce qui fait que tout le monde utilise les statistiques américaines dès qu'on veut parler de médicaments. Sur tous les médicaments qui sont enregistrés, c'est-à-dire agréés par la Food and Drug Administration, qui est l'administration qui contrôle la mise sur le marché des médicaments aux États-Unis, eh bien, on peut savoir exactement le nombre de médicaments qui sont issus de la chimie, ce qu'on appelle maintenant le jargon des pharmaciens modernes des petites molécules chimiques, et médicaments qui viennent de la biologie, qu'on appelle des biopharmaceutiques. Et ce rapport ne change pas depuis les 30 dernières années. Vous êtes à peu près toujours sur un rapport de 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des nouveaux médicaments sont encore des petites molécules, des molécules créées par les chimistes qui font de la chimie thérapeutique ou chimie médicinale en franglais, à côté des biologistes, des généticiens qui développent des anticorps monoclonaux, des protéines, des cellules modifiées ou autres pour faire de la thérapie génique ou de la thérapie cellulaire. Et donc, nous sommes dans une époque où, contrairement à ce qu'on pense, sur les 10, 20, 30 prochaines années, on aura encore des médicaments faits à base de chimie. Alors, vous voyez que c'est difficile de parler chimie. À un moment, si vous ouvrez 60 millions de consommateurs cette semaine, vous avez compris, vous gardez 2 produits, le bicarbonate et le vinaigre. Rassurez-vous, le vinaigre, c'est un pur produit chimique, parce qu'on n'utilise pas le vinaigre venant de la fermentation du vin. Le vin, on l'utilise pour autre chose. Mais voilà, on n'utilise que 2 produits chimiques. Bon, il faudrait peut-être encore garder un peu l'eau de Javel, qui n'a pas bonne réputation, selon certains, mais qui est encore très utile. Si vous voulez éliminer l'eau de Javel d'un pays comme Haïti, qui a subi une épidémie de choléra extraordinaire, sachant que le vaccin contre le choléra n'est actif que sur 40 à 50% des adultes, qu'il est totalement inactif chez les enfants de moins de 5 ans, eh bien, on est en train d'éradiquer, et merci à Renaud Piarou, PUPH parisien qui était à Marseille avant et qui a été à la pointe du combat pour lutter contre le choléra en Haïti, on est en train d'éliminer à nouveau, fort heureusement, le choléra d'Haïti en faisant quoi? En prenant des petites camionnettes, en emmenant des pastilles d'hypochlorite de calcium, c'est ce qu'on appelle, c'est l'eau de Javel solide en quelque sorte, et puis en emmenant quelqu'un qui parle créole pour expliquer aux populations que lorsqu'il y a de l'eau dans la rivière qui est polluée, on vend de la boire ou de l'utiliser pour faire la cuisine, on la désinfecte avec de l'hypochlorite. C'est avec cette technique de base, l'eau de Javel, un vieux produit chimique, plus de 200 ans, qu'on est en train d'éradiquer fort heureusement le choléra d'Haïti. Épisode douloureux, il y a eu plus de 10 000 morts, 10 à 15 000 morts après le désastre et le tremblement de terre d'Haïti en 2010. Donc vous voyez qu'on a encore quelques utilités pour la chimie. Alors je m'étais beaucoup intéressé par cette évolution. J'avais publié déjà maintenant il y a quelques années un article sur ce sujet. J'avais revérifié en 2015 que j'étais toujours au même pourcentage, 2 tiers, 1 tiers. Et en 2018, les statistiques montrent encore que l'on a de la place. Ce qui veut dire que dans la découverte de médicaments et quand on soutient les programmes de recherche, il est extrêmement important d'éviter d'agir soit en fonction des modes, soit de manière dogmatique.
Le financement de la recherche est quelque chose qui ne doit pas se faire sur des décisions prises souvent par des gens strictement incompétents, mais doit se faire au plus près des chercheurs et si possible des chercheurs compétents. Ça améliore les choses et dans les pays où il y a une innovation forte, il y a cette capacité entre le monde politique, le monde de l'administration et le monde des chercheurs d'avoir une symbiose intellectuelle pour mettre l'argent à l'endroit où on doit mettre l'argent. Voilà. Alors je vais vous illustrer tout de même le rôle de la chimie dans un domaine qui est celui sur lequel je travaille actuellement, qui est le domaine de la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui nous concerne parce qu'on peut considérer qu'actuellement, c'est une des maladies les plus difficiles à comprendre sur le plan mécanisme de formation, de mise en place de la maladie, et une des maladies pour lesquelles on est vraiment désarmé. Et donc, on a besoin de faire quelques efforts dans ce domaine pour essayer de trouver des médicaments efficaces, ce que l'on peut espérer trouver. Alors, quelques chiffres, mais je ne vais pas vous abreuver de tous les chiffres, parce qu'on va parler de dizaines de millions de personnes, mais le chiffre le plus important, retenez un seul chiffre, c'est que si je prends une période de 10 ans, de 2002 à 2012, il y a eu plus de 300 essais cliniques, 400, et 100% de ces essais cliniques ont été des échecs. Pour la première fois dans l'histoire récente des découvertes de médicaments, nous sommes en échec complet pour la découverte de nouveaux médicaments sur la maladie d'Alzheimer. C'est véritablement un drame à tout point de vue, pour les familles, les patients, les familles des patients, et puis pour les chercheurs, c'est tout de même quelque chose qui est très sévère de s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup d'argent. C'est pas un problème d'argent. Les sociétés pharmaceutiques, les universités, dans beaucoup de pays, on a dépensé beaucoup d'argent, mais le constat est là. La plupart, la quasi-totalité des échecs ont été constatés sur le développement des médicaments. En cancérologie, pour vous donner tout de même un ordre d'idée, une référence, en cancérologie, quand vous rentrez en phase clinique pour une nouvelle thérapeutique, vous avez à peu près une chance sur 5 de réussir. Ça veut dire une chance sur 5 d'être plus efficace que les thérapies utilisées précédemment. Donc, c'est compliqué, mais une chance sur 5. En Alzheimer, vous n'avez même pas à lutter contre des médicaments efficaces, il n'y a rien pratiquement, et on ne trouve rien. Donc on est dans une situation qui est bien plus dramatique que le cancer. Voilà. Alors, c'est, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du vieillissement. Alors le vieillissement, j'aime bien utiliser cette courbe parce qu'il y a des gens... Je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé cette courbe, parce qu'il y avait un article d'un collègue américain qui expliquait que la maladie d'Alzheimer, c'était dû au fait que nous avions des conduites d'eau en cuivre pour distribuer l'eau potable. Et la preuve de ça, c'est qu'avant la guerre de 14, en France, il n'y avait pas de maladie d'Alzheimer et il n'y avait pas de tuyauterie en cuivre. Alors, c'était même un universitaire théoriquement respectable. J'étais un peu surpris du coup, je me suis lancé un peu dans les études sur l'évolution de l'espérance de vie en France. L'Institut national des études démographiques, l'INED, fournit d'excellentes statistiques à partir des registres des paroisses françaises avant la Révolution, et suite à l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier en 1539, nous avons de bonnes statistiques sur les décès, les naissances, ce qui nous permet d'avoir des courbes. Alors, vous voyez un peu l'évolution. Alors ça, c'est tout de même relativement précis. On est un des rares pays où on peut parler de l'espérance de vie dans les années 1850 en 1900. Alors, vous voyez que là, il y a les guerres de Napoléon. On retrouve la guerre de 70. Là, en 1914, on retrouve deux pics très, très différenciés. Le premier, ce sont les décès dus à la guerre elle-même, et le deuxième, juste derrière, c'est la grippe espagnole. Donc on voit que la grippe espagnole a fait des ravages. Et puis ensuite, vous avez les deux pics en France pour la Deuxième Guerre mondiale, 1940 et 1944. Voilà. Bien. Juste pour vous convaincre tout de même du fameux « retournons au tout naturel ».
Le tout naturel, pour moi, c'est l'époque où il n'y avait pas de vaccin, pas de produits chimiques. C'était la belle époque, pour certains. Ce que l'on oublie, c'est que cette époque où il n'y avait pas de produits chimiques, où tout était naturel, il n'y avait pas de vaccin, l'espérance de vie, elle est là. 30 ans. Et quelques-uns qui vivaient jusqu'à 70-80 ans, mais la plupart des gens mouraient en très bas âge, les maladies, les infections, les accidents qu'on ne pouvait pas gérer, et voilà. Donc, il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas de maladie d'Alzheimer. Voilà, on mourait avant. Alors, vous voyez que cette zone en rouge, c'est la zone dite de maladie d'Alzheimer dite sporadique. Il y a quelques pourcents de la maladie d'Alzheimer qui sont dues à des origines génétiques. C'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer dit familiale. Et ça se déclenche à partir de 40-50 ans. Mais dans la plupart des cas, 95% des cas, la zone où on rentre à risque pour la maladie d'Alzheimer, c'est une zone qui se situe ici, vous voyez, au niveau de 70, 75, 80, 85 ans. Je vais revenir sur cette zone-là, sur les dernières années. Vous voyez, 1950. Les hommes, l'espérance de vie des hommes, 63 ans. Je rappelle qu'en 1950, l'âge de la retraite pour les hommes était de 65. Donc vous voyez déjà que pour les caisses de retraite, il n'y avait pas de souci. Ça, c'est un fait expérimental. Maintenant, l'espérance de vie pour les hommes est ici, vous voyez on gagne encore un petit peu. Si on ne boit pas trop, si on ne mange pas trop mal, si on n'est pas trop diabétique, on va encore gagner, sinon on va perdre. Le diabète de type 2 risque de faire baisser l'espérance de vie dans les pays développés. Voilà. En courbe, en vert, ce sont les femmes. Et les femmes vivent une espérance de vie supérieure aux hommes. Pour différentes raisons. Elles fument un peu moins, prennent moins de risques, un certain nombre de choses. Et on dit les femmes ont plus souvent la maladie d'Alzheimer que les hommes. La réponse est oui, parce que vous voyez que l'espérance de vie des femmes ayant été rapidement vers 75 ans à partir des années 70, eh bien, elles étaient dans la zone de déclenchement de la maladie, alors que les hommes étaient encore hors de la zone, mais maintenant ils ont rejoint, donc on a encore cet élan. Voilà une façon d'expliquer pourquoi on trouve parfois plus de maladies d'Alzheimer chez les femmes que chez les hommes. Alors, l'espérance de vie, c'est très variable suivant les espèces. Si vous voulez faire des études dans un laboratoire sur une espèce où l'espérance de vie est courte, vous prenez la drosophile. C'est un outil formidable pour les biologistes pour étudier, parce qu'avec 1 mois pour la durée de vie d'une drosophile, vous pouvez étudier plusieurs générations sur la même année universitaire. Chez le rat, c'est 3 ans et demi, 122 ans, même si quelques collègues russes discutent le fait que Jeanne Calment n'ait pas atteint 122 ans, mais il y a tout de même beaucoup de personnes qui ont été référencées comme étant au-delà de 110, 115 ou 120 ans. Bon, pour l'espèce humaine, on n'ira probablement pas au-delà parce qu'on a un système de régulation quand on multiplie nos cellules, des télomères qui sont accrochés, et puis on a une espèce d'horloge qui nous fait dire que au-delà d'un certain nombre de fois pour le renouvellement de notre cellule, nous n'irons pas vers la vie éternelle, sauf si on trouve des inhibiteurs de télomères et de télomérase. Et ça, ce serait un autre problème. Mais je ne suis pas tellement pour que l'on vive trop tard. L'idéal étant tout de même pour moi de mourir en bonne santé. Voilà. Alors le vieillissement, c'est un processus compliqué. Il y a beaucoup de paramètres et c'est toujours très difficile à expliquer en termes simples ce qu'est le vieillissement. J'ai eu l'occasion, comme ça a été évoqué, de faire des cours devant de jeunes polytechniciens. Et jeunes polytechniciens à 20 ans, quand vous parlez du vieillissement, ils ne se sentent pas très concernés. Et donc, je leur expliquais de manière très simple, en disant, lorsque vous avez fait un excès de boisson la veille, vous allez récupérer relativement bien le lendemain. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de l'âge, vous limiterez vos excès de boisson parce que votre temps de récupération devient plus lent. Parce que tous vos systèmes enzymatiques marchent moins bien. L'alcool déshydrogenase commence à marcher un peu moins bien. Toutes les enzymes impliquées dans la cascade de métabolisation de l'alcool marchent moins bien. Et donc, très naturellement, en vieillissant,
Alors, ils s'en souviennent tous. Tous ceux qui ont suivi mon cours se souviennent de ça. Pas d'autre chose, mais peut-être au moins de ça. Voilà, c'est déjà comme ça. Alors, il y a des choses qui se passent. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations sur les modifications post-transcriptionnelles et autres, mais je vais par exemple donner un exemple très simple, c'est ce qu'on appelle les protéines glyquées. Circulent dans le sang du glioxal, et ce glioxal va alkyler un certain nombre de protéines, et ça donne ce qu'on appelle des protéines glyquées. Alors normalement, on a des systèmes enzymatiques qui permettent d'éliminer le glioxal, c'est la glyoxylase, mais comme on en a un peu trop en vieillissant, eh bien ça vient glyquer, et c'est un signe très important, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est un très bon marqueur du début du diabète. Si un patient veut tromper son médecin traitant, qui veut lui demander de faire une prise de sang pour voir si son taux de glycémie est élevé ou pas, alors il va se débrouiller pendant les 24 heures qui précèdent la prise de sang, ou les 48 heures, pour essayer s'éloigner le plus possible de toute source de sucre. Mais en fait, le bon marqueur, c'est l'hémoglobine glyquée, parce que comme on renouvelle son hémoglobine tous les 40 jours, vous voyez que c'est pas en faisant juste un tout petit régime avant de faire une prise de sang qu'on arrive à tromper l'analyse de sang. Voilà, l'hémoglobine glyquée. La glycation du collagène fait que ma peau n'a rien à voir avec la peau de bébé que j'ai pu être à un moment, et les cellules de ma peau se renouvellent de manière différente de ce qu'elles se renouvelaient il y a 20 ans ou 30 ans. C'est comme ça, ça fait partie de l'évolution des choses. Nous vieillissons. Le principal, c'est que le cerveau continue à fonctionner correctement. Alors on est exposé à un dangereux produit. Un dangereux produit, c'est l'oxygène. Pourquoi ? Parce que c'est l'oxygène, on en a besoin, mais c'est un produit embêtant, parce qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise régulation de l'utilisation de l'oxygène dans un organisme vivant, il y a un dérapage qui peut exister, qui consiste d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a un processus de métabolisation ou autre qui est défectueux, transfert d'un électron sur l'oxygène moléculaire. Alors, un électron, 2 électrons, ça donne de l'eau oxygénée. Un troisième électron casse la molécule d'eau oxygénée en deux et donne ce qu'on appelle des radicaux hydroxyles. Et vous connaissez tout ça parce que si vous rentrez dans un magasin qui vend des produits de beauté, vous verrez de la publicité pour expliquer que tous les produits qui sont en vente luttent contre les radicaux libres. Les fameux radicaux libres. Donc voilà. Donc ça, l'oxygène, c'est embêtant. Mais on est comme ça. On a besoin d'oxygène. On a besoin de réducteurs, et donc on est en train d'organiser dans un système vivant le fait que les électrons et l'oxygène ne doivent pas se rencontrer sans aucun contrôle de notre système moléculaire complet. Donc voilà. Alors, évitons les radicaux hydroxyles, parce qu'il n'y a pas de système de détoxification des radicaux hydroxyles. Quand vous avez un transfert d'un électron pour aller vers l'anion superoxyde, on a des superoxydes dismutases qui se débrouillent pour dismuter effectivement l'anion superoxyde. Si on a un peu d'excès d'eau oxygénée, on a des catalases, des peroxydases qui contrôlent la concentration de ces espèces réduites d'oxygène, mais pour les radicaux hydroxydes, il n'y a rien. Et les radicaux hydroxydes sont capables donc d'aller modifier toutes les macromolécules biologiques, acides nucléiques, protéines, lipides et autres, et c'est un vrai problème. Voilà. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le vieillissement ? Il n'y a pas de recette miracle. Toutes les recettes sont diffusées dans la presse, la télévision, les journaux, sur Internet. Sur Internet, vous avez non seulement les bonnes recettes, mais les mauvaises, qui sont aussi bien diffusées que les bonnes. Ça, donc, les vendeurs de poudre de perlimpinpin, grâce à Internet, ont trouvé un moyen de diffuser plus rapidement les poudres de perlimpinpin, et ça marche très bien. Méfiez-vous, parce qu'il y a des poudres de perlimpinpin qui sont un peu plus toxiques que d'autres, et ça devient un problème. Les intoxications médicamenteuses existent par excès de prise de médicaments, mais les gens qui arrivent dans un centre antipoison parce qu'ils ont un peu pris de trop de tisanes qui contiennent des alcaloïdes un peu toxiques, ça existe également. Donc il faut se méfier tout de même, il faut acheter ça chez des gens qui vendent ça correctement. Alors, faire un peu d'exercice, ne pas manger trop, tout ça, vous le savez. Il faut savoir une chose, c'est que sur le vieillissement, nous ne sommes pas égaux.
Nous ne sommes pas égaux. Et je vais vous donner un exemple pour vous convaincre. Vous voyez ces deux personnes, vous avez reconnu immédiatement la personne de droite. Mais ce monsieur, James Fix, en tenue de jogging, a été, dans les années 80, 75-80, une figure du jogging à l'américaine. Il a écrit plusieurs bouquins qui ont été des best-sellers aux États-Unis. Il a lancé la mode du jogging. Donc depuis, monsieur, tout le monde fait du jogging avec cette tenue-là. Il est mort à 52 ans. Buvait pas, fumait pas, faisait du jogging. Il avait une malformation cardiaque qui n'avait pas été repérée. Voilà, il est mort. De l'autre côté, vous connaissez la devise de Winston Churchill ? No sport. Et en ce qui concerne le régime alimentaire de Winston Churchill, vous connaissez le régime, il suffit d'aller voir le récent film sur les Dark Hours, la période de mai 1940. C'était un consommateur d'alcool varié et divers, un soutien de la viticulture française, porte-parole du champagne, cognac, mais il buvait aussi du whisky, et il fumait. Voilà. Il avait tout faux, plusieurs pneumonies. Il est mort à 91 ans. Donc vous voyez que nous ne sommes pas égaux. Voilà. Je ne vous conseille pas le régime alimentaire de Winston Churchill, surtout pas le tabac. Voilà. Vieillissement du cerveau. Alors le cerveau se modifie avec l'âge. On a une perte naturelle de neurones dans le cerveau. On a un certain nombre de milliards de neurones, de synapses et tout ça. Je ne vous donne pas les chiffres, mais c'est important et impressionnant de savoir que le plus bel ordinateur moléculaire que vous pouvez imaginer, c'est celui que vous avez entre vos deux oreilles. Ça marche très très bien. C'est un très bel ordinateur, ça fonctionne bien, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité, je n'ai pas besoin de le recharger toutes les 2 heures, ainsi de suite, c'est magnifique. Bon, mais il vieillit. Alors je perds des neurones, c'est-à-dire que probablement par rapport à la situation où j'étais lorsque j'arrivais jeune étudiant dans cette université, j'ai à peu près perdu 10% de mes neurones. Donc c'est angoissant parce que je pourrais imaginer qu'avec 10% au moins, je suis plus lent, je fonctionne moins bien. C'est pas tout à fait vrai parce que par rapport aux jeunes étudiants que j'étais il y a 50 ans, on m'aurait proposé un problème avec 3 solutions possibles, A, B, C. J'aurais probablement essayé de voir si A fonctionnait, B fonctionnait, C fonctionnait, mais j'ai par rapport à le jeune étudiant que j'étais 50 ans d'expérience et je sais que A fonctionne pas, que C fonctionne pas et que B. Donc je suis plus rapide maintenant sur certains points par rapport à ce que j'étais il y a 50 ans. Donc on compense. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais après il y a des moments où on compense pas parce qu'il y a une perte de neurones importants et ça c'est dramatique. Ça c'est dramatique parce que je vous donne tout de même ces chiffres-là pour que vous reveniez chez vous avec quelques chiffres. C'est in utero, le fœtus fabrique 8 neurones à la seconde. C'est une moyenne. 8 neurones à la seconde. Donc c'est important la vie in utero. Cerveau normal, c'est 100 milliards de neurones. 10 puissance 14, 10 puissance 15 synapses. Je vais vous faire une petite plaisanterie que je tiens de la part de Gérard Berry. Si vous voulez l'inviter pour une conférence sur l'informatique, l'intelligence artificielle, Gérard Berry, il est prof au Collège de France. Il forme à peu près tous les informaticiens qui parlent dans la Silicon Valley. Et il est très rassurant sur ce qu'est l'intelligence artificielle et la puissance des ordinateurs. Tout le monde est persuadé qu'on va avoir des ordinateurs plus puissants que le cerveau humain. Bon. Et Gérard Berry nous rassure. Il me rassure en me disant, en fait, il n'y a aucun ordinateur qui peut rigoler d'une blague qu'on ne lui a pas appris la veille. Voilà. Méditer, c'est profond, c'est du Gérard Berry dans le texte. Voilà. Donc ça me rassure, du coup je me sens un peu rassuré. Voilà. Alors, les symptômes de la maladie d'Alzheimer, en vieillissant, on a des problèmes pour se souvenir du prénom d'un collègue qu'on a fréquenté souvent, du nom de quelqu'un, le prénom, le dernier petit enfant, c'est compliqué. Donc on a des petits trous de mémoire, ça agace et ça angoisse. Mais ça, c'est pas trop grave, c'est normal, c'est le vieillissement normal. L'hippocampe fonctionne un tout petit peu moins bien, et voilà.
Alors, par contre, un des symptômes qui est dramatique dans la maladie d'Alzheimer, c'est le malade qui sort de chez lui et qui n'est pas capable de rentrer à son domicile parce qu'il s'égare dans le quartier, dans les rues qu'il a fréquentées. Voilà. Je ne vous décris pas plus la maladie pour une raison très simple, c'est que le nombre de personnes dans la salle qui doivent avoir des gens proches touchés par cette maladie font que je n'ai pas besoin de vous parler de cette maladie. Je voudrais maintenant vous parler des efforts que l'on peut faire pour imaginer trouver quelque chose dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. La première chose, je le rappelle, c'est que c'est une maladie qui n'est pas d'origine génétique. On peut discuter sur les facteurs génétiques de prédisposition et autres, mais tel que je vous le disais tout à l'heure, 3% sont d'origine génétique et touchent des gens très jeunes entre 50 et 60 ans. Et 97% des autres cas sont ce qu'on appelle des maladies d'origine sporadique, c'est-à-dire sans lien à une cause précise d'origine génétique, sans qu'on puisse prédire si on peut avoir la maladie ou pas. Donc elle se développe comme toutes les maladies de vieillissement. C'est très compliqué pour comprendre l'origine, quels sont les facteurs prépondérants du développement de la maladie. On a peu de médicaments. Et si vous voulez avoir la liste des médicaments qui ont été retirés de la liste des médicaments remboursés en France, les voilà. Vous avez des inhibiteurs d'acétylcholine, un inhibiteur de la recapture de L-méthylaspartate, pour parler en langage de pharmacien. Et ces médicaments ont été mis en place sur le marché, dans les dispositions des médecins, depuis une trentaine d'années, 25-30 ans, et actuellement ne sont plus remboursés. Il y a des pays qui continuent un peu à rembourser. Pourquoi ? Parce que le rapport entre le coût du médicament et le bénéfice pour le patient est très, très faible. Il y a des discussions, il y a des médecins qui considèrent qu'on aurait dû laisser un peu ces médicaments pour deux raisons. C'est que dans certains cas, ça stabilise, entre guillemets, les malades. Et puis c'est très difficile de dire brutalement aux familles, y compris pour les médecins traitants, tout ce que vous aviez, on vous le retire. Et donc, c'est encore plus brutal de se dire que nous sommes face à une pénurie totale de médicaments efficaces. Voilà, alors les recherches avancent de manière extrêmement lente dans le domaine de l'Alzheimer pour différentes raisons. C'est parce que c'est une maladie du cerveau. C'est dans une boîte qui est bien protégée. On ne se promène pas dans le cerveau avec des instruments pour aller voir ce qui s'y passe. Il faut voir que sur les 40 dernières années, avec la microchirurgie, des fibres optiques miniaturisées, on peut maintenant explorer pratiquement toutes les zones du cerveau. La radiologie aux rayons X a été non pas remplacée, mais on a vu l'IRM, les scanners et autres. Donc on a actuellement tout un arsenal de méthodes physiques ou chimiques ou biologiques pour faire de l'exploration. Souvenez-vous de ce qu'était un infarctus il y a 40 ans. Et maintenant, le petit stent que l'on pose rapidement à n'importe quel endroit de truc, et vous avez une espérance de vie qui a changé. Si vous avez la possibilité d'être récupéré rapidement par le SAMU pour arriver aux urgences en cardiologie, eh bien, maintenant, les cardiaques qui souvent étaient en grande difficulté vers 50-60 ans, maintenant survivent de 15 ans, 20 ans avec 1, 2, 3, 4, 5 stents. On peut avoir des collections, on fait beaucoup moins de pontage coronarien que l'on ne faisait à une époque. Et ça, c'est de l'évolution sur les 30 dernières années. Magnifique évolution en cardiologie. Voilà, pour le Alzheimer, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là. On ne peut pas aller voir très bien ce qui se passe dans le cerveau, si un traitement est efficace, s'il n'est pas efficace, et ce qui se passe réellement. Toutes les informations sont un peu compliquées. En plus, le cerveau est protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. On a une protection du cerveau. Pourquoi ? Parce que le cerveau a besoin beaucoup d'oxygène, beaucoup de glucose, mais le cerveau tient à rester à l'écart d'un certain nombre de choses. Donc on filtre. Le cerveau est protégé. Pas de tout. Les petites molécules passent très bien la barrière hémato-encéphalique. Alors je vais prendre les molécules sympathiques, la caféine, l'alcool, une petite dose,
Le méthanol, je ne vous conseille pas. Les tentatives de boire du méthanol à la place de l'éthanol, c'est pas bon. Les dégâts neurologiques sont importants. L'éthanol, et puis après, vous avez toutes les molécules utilisées en psychiatrie. Depuis une quarantaine d'années, on a un arsenal de ce qu'on va appeler, si on veut être un peu péjoratif, une camisole chimique, mais dans d'autres cas, une stabilisation des patients avec des troubles du comportement qui ne sont pas négligeables. Et puis, vous avez toutes les petites drogues que l'on vend librement sur le marché, les cannabinoïdes, la cocaïne, tout ça se passe très bien. La barrière hémato-encéphalique. Voilà. Les vertus thérapeutiques du cannabis, c'est une autre conférence. Mais pour une dernière information, pour ceux qui ont un problème de cancer et l'immunothérapie améliore les cancers, ceux qui ont un taux de cannabinoïdes circulant dans le sang très élevé deviennent réfractaires à l'immunothérapie. Donc ça ne marche pas dans tous les cas. Voilà. Il faudrait avoir une lucidité sur l'utilisation des cannabinoïdes. Maladie d'Alzheimer, c'est une boîte, on ne peut pas aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Post-mortem, voilà à quoi ressemble un cerveau d'une personne décédée de la maladie d'Alzheimer. Un cerveau normal, ici, entre 1100 et 1200 grammes. Un cerveau, ici, 700 à 800 grammes. Vous avez à peu près 25% de perte de matière cérébrale. Perte de neurones, perte de synapses, et donc vous voyez que les choses sont difficiles. Donc là, on est dans une situation extrêmement difficile. Ça, ce sont des images qu'on appelle, on regarde le glucose avec un glucose fluoré pour voir s'il circule bien dans le cerveau. Vous voyez que là, ça s'allume, tout le monde a de belles lumières, belles couleurs, on est content, et vous voyez que dans comparaison, dans un cerveau d'une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer, la distribution du glucose se fait moins bien, le cerveau fonctionne moins bien. Donc au fur et à mesure que l'on avance dans la maladie d'Alzheimer, on a un certain nombre de choses que l'on peut repérer. C'est les amyloïdes, ce qu'on appelle les plaques d'amyloïdes à l'extérieur des neurones. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis à l'intérieur des neurones, vous avez une protéine qui est hyperphosphorylée, qui est la protéine Tau, Tubulin Associated Unit, qui est une protéine qui interagit avec la tubuline au moment des divisions sur le fonctionnement des cellules. Et voilà, on navigue avec deux groupes de problèmes, les plaques d'amyloïdes et les neurofibriles. Alors, ces deux clubs, souvent, qui ont été opposés, qui se sont opposés dans la communauté scientifique, les uns disant il faut traiter les plaques, les autres disant il faut traiter les protéines Tau. En fait, il y a une circulation d'informations, comme on va le voir un peu, entre ce qui se passe avec les précurseurs des plaques d'amyloïdes et la protéine Tau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un stress oxydant qui est probablement responsable de la mort des 15 à 20% de neurones qui font que la masse cérébrale diminue au cours de la maladie. Et cette perte de neurones commence probablement du côté de l'hippocampe. Et l'hippocampe est la zone extrêmement importante dans le cerveau, c'est celle qui nous permet de trier l'information. C'est celle qui va nous servir pour retenir un numéro de téléphone pour les 5 prochaines minutes, si on a besoin de le retenir, ou au contraire décider que c'est une information importante et le stocker dans la mémoire profonde. Voilà. En vieillissant, notre hippocampe marche un peu moins bien, c'est vrai, et c'est les vieux souvenirs qui remontent à la surface. Et on n'arrive pas à imprimer dans notre cerveau ces choses que l'on voudrait imprimer, alors qu'on garde des souvenirs qui sont accumulés depuis longtemps. Le cerveau, c'est très compliqué, mais je ne suis pas un spécialiste du fonctionnement du cerveau. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment on peut approcher de manière différente, originale, vers de nouvelles voies thérapeutiques. Alors, une des hypothèses que j'utilise, c'est le fait que maintenant il est admis que les oligomères, les précurseurs de ces plaques d'amyloïdes, qu'on appelle les oligomères Abeta42, Abeta40, ont une capacité à rentrer dans les neurones, sortir, y compris en emmenant du cuivre. Et ces oligomères sont reconnus comme étant probablement les espèces les plus toxiques dans le cas de la maladie d'Alzheimer.
portent leur responsabilité dans le développement de maladies d'Alzheimer. Ces amyloïdes sont capables de déclencher, y compris des interactions avec la protéine Tau. Vous avez un certain nombre de références sur lesquelles je passe. Et donc, on va se focaliser sur ces précurseurs d'amyloïdes. Et maintenant, je vais arriver dans un domaine qui est celui des questions. Vous savez que vous avez évacué de vos cuisines toutes les casseroles dans l'aluminium depuis 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 35 ou 40 ans, les gens ont commencé à dire, certains travaux, publications, la maladie d'Alzheimer, c'est l'aluminium. Ah, alors, quand on regarde la BBO de manière complète, sérieuse et autre, il peut y avoir une neurotoxicité due à l'aluminium. Neurotoxicité que l'on a observée, par exemple, quand les gens étaient sous dialyse, avec de l'eau qui contenait un peu trop d'aluminium. Et là, vous avez des volumes importants d'eau. Il y a une neurotoxicité liée à l'aluminium. Mais cette neurotoxicité n'est pas celle de la maladie d'Alzheimer. Donc, on peut maintenant être à peu près rassuré. On est passé avec des casseroles en inox dans les cuisines. On n'a plus d'aluminium. Et on peut dire que l'aluminium étant contrôlé de manière assez stricte dans l'eau potable, le problème de l'aluminium ne se pose pas. Quid du fer et quid du cuivre? Pourquoi on s'intéresse à ces métaux et que viennent faire ces métaux dans le cerveau? Alors, le fer. Le fer, vous avez eu il y a 2 ans une épidémie médiatique sur la pollution engendrée par la magnétite. Il y a 2 ans, au mois d'août 2016, tous les journaux, toutes les télévisions, au 2e ou 3e semaine d'août, on parlait de la pollution automobile, de la magnétite et de la maladie d'Alzheimer. Alors, bien, c'est un article qui a été paru dans un journal célèbre, scientifique, PNAS, et qui se faisait référence à un autre article dans un journal non moins célèbre, Nature Nanotechnology. Alors, la magnétite, pour vous donner une image de ce qu'est la magnétite, ça ressemble à ça. C'est de l'oxyde de fer, c'est un minéral. Un vrai caillou. Alors pour le chimiste que je suis, quand on me dit que cette molécule-là peut se lier aux amyloïdes et avoir une activité peroxydasique, comme c'était écrit dans ces 2 publications, comme je suis un scientifique un peu curieux et puis que j'ai travaillé tout de même pas mal sur les enzymes de type P450, peroxydase et autres, j'ai voulu vérifier. Eh bien, en vérifiant, on s'est aperçu qu'il n'y a aucune liaison des amyloïdes sur la magnétite et que la magnétite n'a pas d'activité peroxydasique. Là, on touche un point sensible. C'est qu'il y a actuellement, dans l'abondance de la littérature scientifique, dans la course à la publication, le fait qu'il faut être le meilleur, le plus vite, le plus rapide, celui qui fait le plus sensationnel pour pouvoir avoir un budget plus gros que le collègue d'à côté, à ce moment-là, il y a un moment où certains scientifiques sont prêts à déraper. Pas tous, mais comme on est nombreux, tout de même, beaucoup plus nombreux qu'il y a 50 ans ou 200 ans, eh bien, il y a des scientifiques qui ont tendance soit à embellir, pas trop grave encore, mais ça peut être réparé, mais soit à imaginer ou interpréter des résultats scientifiques pour aller au-delà de ce qu'on devrait donner comme message scientifique. Voilà. 2 exemples. J'ai eu beaucoup moins de succès dans la presse internationale que les 2 premiers exemples, parce que si vous avez fait un article en disant « vous allez mourir, il y a de la pollution, il y a de la chimie, il y a ceci, il y a cela », vous gagnez les premières pages, et si vous dites « non, rassurez-vous, il n'y a pas de problème », là, vous êtes même pas, vous avez droit à un interligne dans la 8e page, ça a été le cas pour un journal. Enfin, j'ai tout de même eu une publication dans 20 minutes, donc j'ai lu dans le métro. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la science moderne. Je veux tout de même vous expliquer que toutes les vérités ne sont pas complètes. La communauté... Alors, bien entendu, j'ai publié ça récemment, la contre-proposition. Je m'attends à ce que dans les 6 prochains mois, il y ait quelqu'un qui dise non, il s'est trompé, il a oublié de faire un contrôle, et ainsi de suite. Ça fait partie de la vie scientifique. C'est comme ça que les choses avancent. Vous vérifiez, regardez la reproductibilité, et vous avancez. Il n'y a pas
un article, une vérité. C'est un peu plus compliqué d'établir les faits expérimentaux de qualité. C'est une activité intellectuelle, voilà. Bien, alors, les autres hypothèses sur le fer, parce que ça, c'est une hypothèse sur laquelle on essaye de travailler actuellement, c'est que lorsque vous avez des accidents vasculaires dans le cerveau, qui passent inaperçus souvent, un petit trouble, un petit cerveau qui éclate, normalement, on a un système qui nous permet de résorber le caillot. Quand vous résorbez le caillot, on a de l'hémoglobine, et de l'hémoglobine, c'est une protéine avec au milieu du fer qui est enchâssé dans une porphyrine. Et on a normalement un équipement qui nous permet de gérer tout ça et de recycler le fer. Mais vous avez bien entendu mon discours sur le vieillissement, nos systèmes enzymatiques marchent moins bien qu'avant. Mon alcool déshydrogénase, qui est probablement un peu plus glyqué que celle que j'avais quand j'étais jeune, fait que ma consommation d'alcool a diminué. Et donc, pour la métabolisation, le catabolisme, on a à peu près les mêmes phénomènes. C'est-à-dire qu'on a probablement des difficultés à faire de recyclage du fer dans de bonnes conditions. Donc, pour les gens qui peuvent avoir des micro-accidents vasculaires cérébraux à répétition, on peut avoir une accumulation de porphyrine de fer, et c'est une hypothèse sur laquelle on travaille, parce que ça, ce serait la source de radicaux libres et pourrait être impliqué dans la mort des neurones. Voilà. Alors, un autre chiffre qui a attiré mon attention, d'autres chiffres qui ont attiré mon attention il y a un certain nombre d'années, ce sont ces chiffres-là. C'est quand vous regardez, vous dosez dans les plaques d'amyloïdes la quantité de cuivre, de fer ou de zinc, vous voyez que vous avez des concentrations en rouge ici qui sont beaucoup plus élevées que les concentrations en bleu d'un cerveau normal. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ce sont des différences importantes. Vous voyez que là, c'est pas 5% ou 10%, c'est un facteur 4-5. Et vous voyez, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que on est dans la rupture de l'homéostasie de ces ions métalliques. Normalement, attendez, pourquoi a-t-on des ions métalliques dans le cerveau? Rassurez-vous, ils sont très utiles. Le cuivre, il y a des enzymes à cuivre, et on a besoin de ces enzymes à cuivre pour fabriquer un certain nombre de neurotransmetteurs. Et le fer, c'est la même chose. Il y a des enzymes à fer qui font du travail pour faire tous les neurotransmetteurs dont on a besoin. Et nous avons beaucoup de neurotransmetteurs et nous avons beaucoup d'enzymes à cuivre et de fer dans le cerveau. Donc, ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que la circulation de ces ions métalliques qui sont à activité redox, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de degré d'oxydation dans des conditions physiologiques. Eh bien, on a tout un système de protéines, de transporteurs qui permettent de contrôler la distribution et l'endroit où ces métaux doivent être transportés et utilisés. Il y a des dérapages. Et quand il y a des dérapages, il y a une accumulation sur les plaques d'amyloïdes où il ne devrait pas être, ou beaucoup moins. À ce moment-là, on a des problèmes. Le zinc, regardez les quantités de zinc que l'on a. Incroyable. Très important, le zinc, dans le cerveau. Le zinc est important pour contrôler les allostéries entre les protéines. Les petits mouvements, parce que le fer de coordination du zinc change et s'accommode de différentes géométries. Et puis on a des métallopeptidases, ce qu'on appelle des doigts de zinc, par exemple, qui fonctionnent avec du zinc. Donc on a besoin de contrôler tous ces métaux. Mais quand ça ne marche pas bien, effectivement, on peut se retrouver face à des problèmes de catalyse, de réduction avec des réducteurs endogènes, du cuivre 2 en cuivre 1, et le cuivre 1 est formidable réducteur vis-à-vis de l'oxygène moléculaire, et vous avez à ce moment-là toute la cascade pour former des radicaux hydroxydes. Donc vous voyez que si vous avez une mauvaise accumulation de cuivre à un endroit du cerveau, avec les réducteurs endogènes, on a beaucoup de glutathion, de NADPH qui circulent, on peut avoir des productions de stress oxydant et de destruction de neurones. D'où l'idée, c'est une hypothèse thérapeutique parmi d'autres. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Moi, ce que je suis en train de vous emmener, c'est sur mon terrain de jeu intellectuel. On a essayé de fabriquer des chélateurs spécifiques de ces ions métalliques, cuivre en particulier, pour les remettre dans la circulation. Alors, on fait des chélateurs qui doivent être spécifiques, et on a fait des chélateurs, en particulier des chélateurs de ce type-là, à Toulouse, dès 2005.
Voilà, des molécules. Alors, très spécifique du cuivre, c'était intéressant parce qu'elle était moins bien le zinc et pratiquement pas le fer. Donc ça, c'était intéressant. Alors, on fait ce qu'on fait tous les chercheurs, on fait des publications, on fait aussi des brevets. Voilà. Pour développer des médicaments, compte tenu des sommes impliquées, il est évident que, sauf si on trouve un grand mécène, on a besoin de trouver des laboratoires qui aimeraient avoir des brevets. Et on a testé les premières molécules sur des souris transgéniques avec des collègues biologistes, et j'ai eu beaucoup de déceptions, je dois dire, avec ces souris transgéniques. Je suis un habitué des souris parce que j'ai testé beaucoup d'antipaludiques, de candidats antibiotiques, et tout ça se fait sur des souris. Les premiers animaux de laboratoire que l'on utilise pour voir s'il y a une activité, c'est effectivement d'utiliser une petite souris, qui est un petit mammifère, et voir... si vous avez par exemple une souris qui est infectée par un staphylocoque résistant à la méticilline, vous infectez la souris, et si vous avez un candidat antibiotique qui guérit la souris, vous avez une grande chance, une très grande chance, que ce médicament soit efficace chez l'homme, parce qu'il va être infecté par la même bactérie résistante à la méticilline. Alors après, entre la souris et l'homme, il y a pas mal de choses à faire, mais vous avez déjà un bon modèle animal, et en pharmacologie, en découverte de médicaments, si vous n'avez pas un modèle animal pertinent, vous êtes dans le noir et l'obscurité absolue. Voilà. Je ne ferai pas de conférence sur le fait que le jour où le Parlement européen déciderait d'interdire l'utilisation des animaux de laboratoire et des souris pour la découverte de médicaments, nous serions dans une situation catastrophique. Voilà. Je n'ouvrirai pas de parenthèse, mais dans l'histoire sombre de l'Europe au milieu du XXe siècle, effectivement, des médecins se sont permis de ne pas utiliser de modèles animaux. Je referme la parenthèse. C'est Nuremberg, ça vous rappelle quelque chose? Et depuis Nuremberg 1947, il y a quelques règles du jeu qui font qu'on doit prouver, avant d'aller en clinique humaine, que la molécule n'est pas toxique sur un modèle animal pertinent et que la molécule a une activité pharmacologique. Le jour où le Parlement européen interdit l'utilisation des animaux de laboratoire, il faudrait à ce moment-là qu'il réfléchisse sur ce qui s'est passé en 1947. J'espère qu'il y aura suffisamment de juristes qui ont une mémoire du temps long pour éviter que les parlementaires européens fassent une bêtise législative. Je referme ma parenthèse. C'est un sujet qui m'inquiète beaucoup parce que pour la cosmétologie, on a interdit l'utilisation des animaux. Rassurez-vous, il y a 10 000 molécules qui sont sur les étagères et qui sont utilisables pour faire la cosmétologie. Avec les combinaisons entre ces 10 000 molécules, nous avons de quoi faire des produits en cosmétologie pour les 100, 200, 500 prochaines années sans qu'on utilise une souris. Mais ça, c'est différent. Pour les médicaments, on est dans une situation complètement différente. Je referme ma parenthèse, parce que ça m'entraînerait vers un autre exposé. Alors, les souris transgéniques, on les a utilisées. Alors, c'est des souris sur lesquelles vous faites une hypothèse en disant je veux qu'il y ait moins de plaques d'amyloïdes, ceci, je fais des modifications. Vous introduisez 1 ou 2 ou 3 modifications, pas 4, parce que sinon les souris ne survivent pas bien. Et vous faites des modèles dits de souris transgéniques. Mais vous voyez que quand vous faites ça, vous avez introduit une hypothèse, qui est le fait qu'il faut limiter la production d'amyloïdes. Mais on n'est pas complètement sûr que ça soit ça, la cause complète de maladie d'Alzheimer. Quand on regarde, il y a des gens qui ont des plaques, beaucoup de plaques et pas tellement de maladies, et des gens qui ont moins de plaques et la maladie. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc, et puis en plus, c'est pas un modèle très prédictif, parce que si ce modèle avait été prédictif, les souris transgéniques, comme depuis 15 ans, tout le monde utilise les mêmes souris transgéniques, un seul modèle, enfin 2 modèles, ou 3 de souris transgéniques, si c'était un modèle pertinent, les molécules, les voies thérapeutiques sélectionnées avec ces souris transgéniques auraient conduit à des succès. Mais quand vous avez 100% d'échecs en clinique, ça veut dire que visiblement, votre modèle animal n'est pas bon. Voilà. Moi, je suis un peu pharmacologue traditionnel à l'ancienne. Pour moi, c'est pas un bon modèle animal, donc il faut en trouver un autre. Donc, il y a un peu d'acharnement pour essayer de trouver des souris, toujours utiliser les souris transgéniques. Je me suis un peu écarté du chemin,
et j'ai décidé que les souris transgéniques n'étaient pas le bon modèle. Alors on a fait un autre modèle en prenant des souris simples, ordinaires, non modifiées génétiquement, et on leur déclenche une perte de mémoire épisodique, qui me paraît important quand on veut faire des médicaments Alzheimer, c'est on veut des médicaments pour traiter le début de la maladie. Il faut voir que les souris transgéniques, au bout de 3 à 4 mois ou 5 mois, elles n'ont pas plus grand-chose dans le cerveau. C'est pas très bien. Donc moi, je veux des médicaments qui attaquent le début de la maladie. L'idéal d'un médicament pour la maladie d'Alzheimer, c'est de pouvoir avoir des biomarqueurs circulant dans le sang, et au moment où on sent qu'on risque de basculer vers la pathologie, d'avoir le médicament actif qui vous permette de bloquer l'évolution de la maladie, pas de récupérer les neurones qu'on a perdus, ça c'est probablement pas possible, mais bloquer l'évolution de la maladie pour mourir un peu plus loin en bonne santé. Voilà le médicament idéal pour la maladie d'Alzheimer. Alors, on a fait des souris normales, on a injecté des amyloïdes à bêta-42 au niveau intraventriculaire, on effondre la mémoire épisodique de 50% et on regarde ce qui se passe au bout de 20 jours. C'est très pratique parce que vous prenez des souris normales et puis vous commencez à voir les résultats au bout de 20 jours. En moins d'un mois, vous avez fait l'expérience, vous avez dépouillé l'expérience et vous avez des résultats. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer la mémoire épisodique chez une souris ? Parce qu'on imagine les tortures que l'on fait subir aux animaux de laboratoire. Quand vous regardez sur les sites web des gens qui n'aiment pas qu'on utilise des animaux dans les laboratoires, il y a des photos horribles, il y a tout ça. Bon, non. Là, on ne leur fait pas de choses particulièrement. On les met au bout de 20 jours dans une petite cage qui ressemble à ça, 30 cm de hauteur, de largeur et de profondeur. Il y a au-dessus un équipement qui permet d'avoir une caméra pour enregistrer les mouvements de la souris. Et une souris normale, lorsqu'elle rentre dans une cage comme ça, il y a des petites rayures sur le côté, elle regarde la cage. Une souris a 2 objectifs, c'est d'explorer pour voir s'il y a un peu de nourriture, par hasard, au cas où. Et puis juste pour explorer, parce que la souris est curieuse par nature. Au bout de quelques temps d'exploration, il y a un petit bip sonore suivi d'un petit choc électrique sur les pattes. Rassurez-vous, on ne grille pas les pattes des souris, il y a juste un tout petit choc. Et la souris, ayant eu un petit choc électrique avec la grille qui est sous ses pattes, a tendance à se ralentir et à se mettre dans un coin de la cage. Vous sortez la souris. 24 heures après, vous remettez la même souris dans le même environnement. La souris normale se souvient que la veille, dans cette cage dont elle reconnaît les rayures sur le mur de droite, a reçu un petit choc électrique. Donc elle a tendance à très peu bouger. Une souris qui a perdu sa mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est un peu la mémoire, vous allez sur un parking de supermarché, vous laissez votre voiture à un endroit, vous faites un petit repérage rapide, et si vous n'avez pas fait de bon repérage, quand vous ressortez 3/4 d'heure ou 1 heure après du supermarché, vous avez tendance à vous poser la question de savoir où vous avez mis leur voiture. Voilà, c'est la mémoire, cette mémoire épisodique. Alors, cette mémoire épisodique, chez les souris qui ont reçu une injection d'ABETA42 au niveau des ventricules, on est en train de faire les manips sur l'hippocampe, eh bien, elle rentre dans la cage, 24 heures après, elle gambade. Donc, faites la différence entre la souris qui a perdu de la mémoire épisodique par rapport à celle, et vous avez des résultats que vous pouvez chiffrer. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez la souris normale, ici, taux de, peu importe les unités, mais le taux de mémoire épisodique. La souris qui a reçu l'injection à bêta-42, 50% de perte. Alors on a un contrôle pour savoir si effectivement c'est cet bêta-42 qui a créé cet effondrement. C'est-à-dire que si on prend le peptide tricoté à l'envers, si je peux me permettre l'expression, de 42 vers 1, on est au niveau du contrôle. Et quand on prend des chélateurs du cuivre, ça c'était notre chélateur spécifique il y a 4-5 ans, vous voyez qu'on retrouve le niveau de mémoire après un traitement de 3 fois par semaine pendant 3 petites semaines. Correspond au contrôle. Donc, on a un modèle qui nous permet de tester des molécules. Alors, ces molécules-là, cette fameuse PA1637, on l'a abandonnée pour une raison très simple, c'est qu'elle avait une solubilité qui n'était pas suffisamment élevée. Et en pharmacologie, si vous voulez avoir... elle était active par voie orale, ça c'était très bien, mais pas avec une bonne
biodisponibilité parce que la solubilité n'est pas très bonne. Alors, quand vous êtes comme ça, faire un médicament, c'est cocher beaucoup de cases. Et quand vous n'avez pas réussi à cocher une case, vous revenez à la paillasse et vous redémarrez vos recherches. Alors, on a fait d'autres recherches qui consistent à faire des molécules qui sont un peu plus courtes et avec une chaîne latérale pour faire ce qu'on appelle des tétradentates, c'est-à-dire qu'on a 4 points de coordination pour complexer le cuivre de manière spécifique. Alors, ces molécules sont plus solubles et je les ai fait fabriquer en Chine, on les a étudiées en Chine et puis au laboratoire, on fait un brevet chinois. On est en train d'étendre et puis on a publié des choses, voilà. Ça s'appelle des TDMQ. Voilà, ça a été publié dans un journal européen qui avait choisi notre molécule pour faire la couverture. Ça a changé dans la vie des chercheurs. Quand je commençais, tous les journaux scientifiques, ça avait des couvertures grises. Il y avait juste le titre du journal et il n'y avait rien d'autre. Et il n'y avait pas de couleur. Puis il y avait des schémas faits à la main. Alors maintenant, avec la puissance informatique, on fait des schémas extraordinaires, on fait des couleurs partout et on a des couvertures presque comme dans les grands magazines. Se méfier parce que ça peut tourner la tête à certains chercheurs. Il y a des chercheurs qui vous affichent les couvertures et ils disent j'ai eu 6, 7, 8, 15, 20 couvertures de journaux scientifiques. Le star system peut donner, pour garder raison. Alors le point important, et je ne vais pas vous embêter avec des résultats expérimentaux, mais regardez, ça c'est des courbes qui disent qu'il y a consommation de réducteurs et donc formation d'espèces radicalaires de l'oxygène moléculaire. Alors, je vous passe sur les détails, mais quand on ajoute un de ces chélateurs, la TDMQ, ici, on bloque la formation de ces radicaux oxygénés. Et on la bloque même quand il y a beaucoup de zinc, parce que dans le cerveau, il y a beaucoup de zinc. Donc on était assez heureux de ce résultat. C'est qu'on a maintenant des molécules qui sont capables d'inhiber ce stress oxydant. Alors on est en train de faire un certain nombre de choses, de développer. Elles ont une activité sur la mémoire épisodique. On est en train de faire un petit manip. Alors voilà un peu le schéma que je vous propose pour ce mécanisme de ce médicament. La situation pathologique est la suivante. Vous avez le cuivre qui est accroché sur les amyloïdes. En présence de réducteurs endogènes, il y a réduction du cuivre 2 et on sait qu'à ce moment-là, on fabrique des espèces réduites de l'oxygène moléculaire qui vont contribuer à détruire les neurones. On est dans cette situation qui va conduire vers la maladie. Et l'idéal, c'est d'avoir effectivement un petit ligand ici qui vient sortir le cuivre de la situation d'accrochage sur les amyloïdes, ça on l'a démontré dans les publications, et on le transporte là, jusqu'au moment où on peut le traiter avec une apoprotéine qui a besoin de cuivre, ou une molécule comme le glutathion qui est capable de transporter le cuivre pour aller l'emmener au bon endroit, et là on l'a vérifié également, c'est-à-dire que ça serait ramener ce cuivre qui était au mauvais endroit dans une situation où il ne créerait pas de radicaux libres, et on aurait la possibilité de retourner vers une situation favorable. Vous imaginez que c'est un peu compliqué à démontrer tout ça. On est en train de tester pour voir si ces molécules passent bien la BBB. La réponse est oui. Est-ce qu'elles ont un profil pharmacocinétique intéressant? On est en train de le regarder. Est-ce qu'elles inhibent pas les cytochromes P450? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce qu'elles ne sont pas mutagènes? On est en train de faire la checklist très longue de passage d'une molécule à des candidats médicaments. Et après, si tout va bien, on peut espérer à un moment convaincre des autorités médicales dans un pays, qui peut être la Chine, les États-Unis ou un pays européen, pour dire, ben voilà, on a notre checklist qui est pas trop mauvaise, est-ce que vous nous autorisez à traiter quelques patients? Et voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu plus long, c'est normal. Il est évident que aucun clinicien ne souhaite utiliser une molécule qui n'a pas été vérifiée, qui ne présente pas d'effets toxiques majeurs. Je ne dis pas absence absolue d'effets toxiques, mais pas d'effets toxiques compte tenu de la pathologie que vous avez à soigner. Et voilà, et des doses. Il y a des rapports bénéfices-risques qui existent pour tous les médicaments. Voilà.
Je termine, je ne veux pas vous donner mais c'est un travail où il y a des gens qui sont en Chine. Voilà, il y a beaucoup de noms. En Chine, il y a beaucoup de Liu, il y a beaucoup de Hang, il y a beaucoup de Wang, voilà, des Zhang aussi. Il y a beaucoup plus de Chinois qu'il y a de non-Chinois. Donc, j'ai beaucoup moi-même dans mon laboratoire des difficultés à savoir quand je parle à Liu, ça, il faut... Mais c'est la Chine, c'est comme ça. Alors, en France, voilà. Ça, c'est une jeune étudiante autrichienne qui était venue, qui a travaillé sur la magnétite. Elle était heureuse et a travaillé pendant 3 mois. Elle a eu une publication dans un excellent journal international. C'est parfait. Jean-Michel Lassalle était un collègue qui m'a aidé à monter le système sur les modèles ICV, sur les souris saines. Il était à l'époque proche de la retraite et il pouvait sortir des sentiers publics sans que personne vienne lui dire quoi que ce soit. Voilà, l'argent vient du Guangdong, la province de Guangdong. Les Chinois injectent beaucoup d'argent dans la recherche fondamentale. L'espérance de vie en Chine est aussi forte qu'en France. Donc il y a la maladie d'Alzheimer, voilà. Et le CNRS donne l'argent. Puis il y a eu une Palumède, une start-up que j'avais créée à un moment, qui était impliquée dans cette recherche. Un tout petit peu plus que les 60 minutes. J'ai fait 6 minutes de plus. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez poser. Si je peux répondre à toutes les questions. Merci. Ben écoutez, merci beaucoup. Il y avait beaucoup de chimie, mais en même temps beaucoup d'humanité. Et j'oserais pas dire que c'était facile à comprendre, mais presque. J'ai appris des choses, j'en savais un certain nombre déjà, mais vous avez mis le doigt sur quelque... Je ne sais pas si beaucoup de monde savait qu'on avait le cerveau rempli de cuivre, de zinc et de fer. Ça, c'est quand même magique de l'apprendre. Et que la manière dont le cuivre se balade est à l'origine des plaques qu'on a dans le cerveau et qui inhibent quand même un peu notre raisonnement. Alors ma première question, parce que c'est un peu mon travail, c'est de poser la première question, mais j'espère que vous en aurez beaucoup. Je vais revenir à des choses extrêmement plates. J'ai eu une grand-mère dont on disait qu'elle était gaga. On ne disait pas qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Mais les vieux, ils étaient gaga. Et on ne pouvait pas les soigner. Et ça faisait sourire. Et en fait, on les avait avec nous. Et je faisais très bien la cuisine, même en étant gaga. Est-ce qu'il aurait fallu la soigner? Alors, est-ce que c'était des Alzheimer ou non? Il y a aussi ce qu'on appelle les pertes de... il y a les démences frontales. Alors ça, c'est des pertes compliquées. À partir du moment où on a un peu trop d'hémorragie dans le frontal, on a une perte de contrôle de soi et il y a un ancien président de la République qui est atteint de ce problème-là. Il y a souvent eu, et sans les personnes qui vivaient, parce qu'il y a 50 ans, les services hospitaliers, les gériatries n'étaient pas développés, donc, et les gens vivaient dans les familles. Donc il y avait des pertes de mémoire, les gens pouvaient avoir un vieillissement un peu prématuré du cerveau sans garder une activité. Mais les gens atteints de la maladie d'Alzheimer, réellement, n'ont plus d'activité, ne sont plus capables de faire la cuisine correctement et ainsi de suite. Donc je dirais que la grand-mère en question, votre adorable grand-mère, elle avait un vieillissement peut-être un peu plus rapide que d'autres du cerveau, mais si elle continuait à faire de la cuisine, c'était pas de la maladie d'Alzheimer. Voilà, mais je suis pas un spécialiste, un médecin, un spécialiste du diagnostic de maladie d'Alzheimer. Bonjour. À un moment donné, vous avez balayé un peu l'aluminium. Or, dans l'alimentation, il y en a plein. Dans les vaccins, il y en a plein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, dans l'alimentation, il n'y en a pas tant que ça, rassurez-vous. Non, les doses sont faibles par rapport à ce qu'on... Là, par rapport aux doses qui déclenchent des pathologies, comme ça a été le cas observé avec, au moment des transfusions faites avec des os dans certains pays, certains milieux hospitaliers où il y avait une eau qui n'était pas bien contrôlée, la flocculation pour éliminer l'aluminium n'avait pas été bien faite.
à ce moment-là, on a une pathologie observée. Mais je peux vous assurer que vous pouvez continuer à manger des yaourts, tout ce que vous voulez, avant d'avoir le moindre signe de pathologique, vous aurez un écœurement de yaourt et pas autre chose. Voilà. J'oserais pas vous dire, mais dans certains fromages à pâte bleue, vous avez un champignon qui contient une toxine, qui a été identifiée par un de mes collègues de l'INSERM. Et on a fait les calculs. Pour arriver au début d'une toxicité, il faut prendre à peu près 30 à 35 kilos de fromage par jour. Donc, oui, vous ne vivrez pas dans un monde où rien n'est toxique. Si, je vais vous donner 2 liquides. Le premier liquide, je vais l'appeler A. Je peux en boire 600 millilitres d'un coup, il ne se passe rien. Le deuxième liquide, je vais l'appeler B. Si j'en prends 500 ou 600 millilitres purs, je suis immédiatement raide mort, je rentre dans le coma et le médecin viendra faire un constat de décès. Dans le cas, c'est l'hexane. Je ne vous conseille pas d'en boire. Dans l'autre cas, c'est l'éthanol. Et les gens en boivent. Vous voyez, c'est une question de dose, l'éthanol. 1 verre de vin, 2 verres le vin le soir, ça va. Mais si vous êtes accro avec un apéritif que vous mettez avec de l'eau systématiquement et vous avez une consommation exagérée d'alcool, vous avez des problèmes. Donc, on n'est pas dans un système où c'est 0 ou 100. La vie est un tout petit peu plus compliquée. Alors, pour l'aluminium, je reviens à l'aluminium. Vous n'avez probablement pas de vaisselle en aluminium chez vous. Vous avez de l'eau de la ville de Montpellier sur laquelle on vérifie qu'il n'y a pas d'aluminium. Et vous avez une alimentation saine et vous n'avez pas de problème avec l'aluminium. Vous pouvez vivre et oublier l'aluminium. Voilà. Détendu. Vivre détendu. Parce que si vous vivez stressé, ça ne va pas être bon. Donc il faut vivre détendu. Je crains beaucoup la trottinette qui est en sens interdit et qui arrive dans le dos et qui a failli me renverser la semaine dernière rue Jacob. Il était à 35 à l'heure parce que les trottinettes modernes vont très vite. Il aurait pu m'envoyer à l'hôpital, la tête heurtée sur une bordure en granit de la rue Jacob et avoir... non, la vie est... Non. L'aluminium, oubliez. Les vaccins, rassurez-vous, si on n'avait pas un tout petit peu d'aluminium dans le vaccin, il serait moins efficace. Et c'est tout de même formidable d'être dans une époque, là, maintenant, dans cette salle. Combien de personnes se souviennent d'avoir vu quelqu'un qui avait la polio ? Quelques-unes, parce que vous avez tous un peu de cheveux blancs. Mais quand vous discutez avec un jeune étudiant bachelier, il dit la polio, ça n'existe plus. La rougeole, ça n'existe plus. Donc, on a tout de même fait des progrès avec la variole a disparu. Les vaccins, c'est tout de même bigrement utile. Oui, bonsoir. On va rester dans les métaux. Vous parlez donc des interférences des métaux du cerveau. Est-ce que les gens atteints d'hémochromatose ont donc un risque de développer Alzheimer supérieur à la moyenne ? L'hémochromatose étant un... Je n'ai pas regardé l'épidémiologie sur ce point-là et sincèrement, je ne suis pas capable de vous donner une réponse sérieuse. Donc, il faudrait que je refasse un peu de biblio ou vous allez voir sur PubMed, parce que vous me semblez avoir une formation scientifique qui vous permet d'aller voir sur PubMed pour taper, vous regarderez s'il y a une incidence particulière ou pas. Bonsoir, vous avez parlé des substances qui traversent la membrane cérébrale. En ce moment, ils interdisent le dioxyde de titane, qui en a de partout, ça fait juste blanc et brillant. Est-ce que ils vont fabriquer les mêmes médicaments sans cette substance, et qu'est-ce que cette substance peut faire dans le cerveau ? Et deuxième question, pendant que j'y suis, ces plaques amyloïdes, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est fait avec quoi ? Alors, l'oxyde de titane, très sincèrement, on a voulu en rajouter dans les bonbons pour faire un peu plus brillant, un peu plus chic, plus un certain nombre de choses pour changer la texture de certaines confiseries. C'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Pour moi, l'oxyde de titane, ça sert à faire des peintures blanches que l'on met sur les murs. Voilà. Et comme on n'est pas censé se nourrir de peintures blanches, c'est très bien. Donc, que l'Europe
décide actuellement d'interdire l'oxyde de titane dans tout ce qui est produit alimentaire me paraît quelque chose de raisonnable. Voilà. Alors, est-ce que le titane, l'oxyde de titane, passe la BBB ? La réponse, je ne suis pas sûr. Et je suis pas un spécialiste du titane parce que moi, je suis en faveur de la suppression du titane dans l'alimentation. Voilà. Et je ne conseille pas non plus de lécher les murs pain blanc. Voilà. Alors, les plaques d'amyloïdes, qu'est-ce que c'est fait ? Alors, les amyloïdes sont faits à partir d'un précurseur d'une protéine membranaire qui a une centaine d'aminoacides. Ce sont des aminoacides. Nos protéines sont faites de ce qu'on appelle d'aminoacides. On en a une vingtaine, une collection, et on les tricote de façon différente. Et en les tricotant de façon différente, faisant des combinaisons, on a construit tous nos systèmes de protéines. On a des protéines, des lipides, un peu d'eau, un peu de tout un tas de choses, et des produits minéraux, et on arrive à avoir des systèmes vivants. Dans nos protéines, on a les bonnes protéines. Le problème de ces plaques d'amyloïdes, c'est qu'on sait une chose, c'est que le précurseur peut être coupé par des enzymes pour faire des petits morceaux. La bêta-42, la bêta-40 et ainsi de suite. Alors, il y en a, au niveau de l'évolution de la maladie, il y a différents taux de ces amyloïdes courts, entre les 40 et les 42. Ça évolue. Le rapport vers la maladie, en fin de maladie, il y a beaucoup plus de 42 qui s'agrègent. Ils font des agrégats qui ont tendance à ne pas se dissocier. Et les ions métalliques viennent renforcer l'agrégation. C'est comme si vous aviez des pontages entre différents acides aminés, ça réticule et ça empêche les équilibres normaux qu'il doit y avoir entre les amyloïdes et les précurseurs d'amyloïdes. Est-ce que les amyloïdes et les précurseurs d'amyloïdes sont des transporteurs normaux du cuivre ou pas ? Quel moment on rentre dans la situation pathologique ? Ce sont des choses qui ne sont pas si faciles que ça à appréhender parce que ça se passe dans le cerveau à un endroit où vous ne pouvez pas faire un prélèvement et regarder. Il y a beaucoup d'organes qu'on veut savoir ce qui se passe. Si vous avez un problème avec le foie, on va faire une biopsie. On va savoir si vous avez le foie en bon état ou pas. On va regarder. Les anatomopathologistes vont être capables de vous dire attention, là, le foie, il devient un peu... On a une biopsie. Si vous avez une petite tumeur, on peut aller voir avec un prélèvement d'un tout petit morceau de la tumeur, savoir si c'est bénin, pas bénin, un cancer de classe 1, 2 ou 3. On a des possibilités. Dans le cerveau, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On peut faire de l'imagerie, mais l'imagerie, c'est... On regarde des images qui ont quelques centimètres ou millimètres de taille, mais tout ce que je vous parle, c'est au niveau moléculaire, et on n'a pas d'outils. Donc voilà, c'est pour ça que les maladies du cerveau sont un tout petit peu plus compliquées que les autres maladies. Donc si je comprends bien, le rôle causal des plaques amyloïdes d'une part et du cuivre d'autre part sont encore à l'état d'hypothèse, si j'ai bien compris. Ce n'est pas encore une certitude. Et puis ma deuxième question, c'est à propos du chercheur que vous avez cité à la fin. Vous avez dit que parce qu'il était proche de la retraite, il a pu publier à fond. Donc, ça serait intéressant de savoir pourquoi. Alors, le problème des plaques sur les plaques d'amyloïdes, on est dans les maladies du vieillissement, il faut voir que c'est un système multifactoriel. Le nombre de paramètres impliqués est nombre important et compliqué. Et c'est pas une maladie simple. Si vous avez un défaut d'un aminoacide sur une protéine essentielle, vous avez une maladie monogénique, ainsi de suite. Si vous avez une infection avec une bactérie ou un virus, vous pouvez associer pathologie. Là, on est dans une maladie du vieillissement où il y a plusieurs paramètres. Donc, vous êtes obligé de travailler sur un certain nombre d'hypothèses qui sont étayées sur des faits expérimentaux. En PET scan, pour reprendre un jargon de spécialistes, vous avez une image des plaques d'amyloïdes. Et donc, on regarde des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la relation simple, une cause, un effet. Voilà. Alors, l'hypothèse du cuivre, c'est on observe qu'il y a un peu plus trop de cuivre dans les plaques d'amyloïdes, personnes décédées post-mortem par rapport aux personnes saines.
Et donc, la vérification de l'hypothèse du cuivre, c'est le jour où j'aurai un médicament qui fonctionnera. Après, il me restera 30 ans, il restera 30 ans à la communauté scientifique pour bien comprendre tous les mécanismes. Donc, ça, c'est les processus. Mais vous avez besoin, pour avancer, de faire... Voilà. Et la deuxième partie de votre question, pardon, j'oubliais. Ah, le chercheur. Le chercheur, le collègue, oui, quand vous voulez sortir des souris transgéniques, il y a une pression formidable actuellement de tous les gens qui font de la pharmacologie avec les souris transgéniques de vous dire, si vous sortez du modèle de souris transgénique, vous êtes hors jeu. Voilà. Ça fait 15 ans que tout le monde utilise les souris transgéniques. J'ai un esprit un peu curieux et pragmatique. Si avec un modèle animal, vous avez 100% d'échecs, il y a un moment, il faut se poser des questions. Voilà. Donc il faut créer un nouveau modèle. Ça, il faut un peu de sous. Alors en fait, on a trouvé des sous un peu en grattant les fonds des laboratoires. On ne fait pas de demande à l'Agence nationale pour la recherche parce que personne ne nous aurait donné des sous. Et voilà. Puis en Chine, ils m'ont donné des sous, ça va très bien. En Chine, ils ont une façon différente. Ils ne vous demandent pas de faire un projet long et compliqué. Quand ils m'ont fait venir en Chine, ils m'ont regardé mon curriculum vitae. Ils ont vu que j'avais une longue liste de publications et que j'étais à la retraite en France. Donc des Chinois de Paris, il y a la communauté diaspora chinoise qui existe, sont venus me voir pour savoir si j'avais envie d'aller faire un peu de recherche en Chine. Voilà. Ils m'ont donné de l'argent. J'ai écrit un projet de recherche de 4 pages. Ils m'ont donné de l'argent pour 5 ans. C'est un rapport prix-performance exceptionnel. Si vous voyez le nombre de pages que les chercheurs écrivent pour avoir un petit peu d'argent, c'est... Moi, j'ai eu beaucoup d'argent. C'est heureux. Ils font confiance aux vieux. Pour l'argent, il faut demander à LVMH et Pinot, ils en ont. Mais c'est bon. Oui, mais je brûle moins. Je brûle pas actuellement. Au début de votre intervention, vous avez parlé de bicarbonate. Et il se trouve que j'ai lu très récemment dans un magazine pas scientifique du tout que si on consommait du bicarbonate de sodium et également il parlait de vitamine C, on éviterait beaucoup de maladies, on serait en bonne santé longtemps. Je voudrais avoir votre avis là-dessus et si votre avis est positif, de savoir de quel bicarbonate il s'agit et comment prendre cette chose-là. Alors pour le bicarbonate, la dernière publication grand public qui parlait beaucoup de bicarbonate, c'est 60 millions de consommateurs qui en vendent cette semaine dans les kiosques et qui disaient vous nettoyez tout dans votre cuisine au bicarbonate. Ils ne conseillaient pas d'en consommer. Alors, je ne sais pas, vous pouvez prendre du bicarbonate un petit peu. Il y a des carbonates quand vous prenez du Perrier, prenez un peu de bicarbonate. Moi, j'en ferai à petite dose. Vous pouvez nettoyer les dents avec du bicarbonate, ça les blanchit bien. Mais je pense pas que ce soit une façon de vivre. La vitamine C, il y a un prix Nobel célèbre en chimie qui s'appelait Linus Pauling. Il a eu un prix Nobel, plus un prix Nobel de la paix, parce qu'il était contre l'armement atomique et tout ça. Et à la fin de sa vie, il avait envie de vivre longtemps, parce que ça l'agaçait de l'idée de mourir. Et il a expliqué au monde entier que 5 grammes de vitamine C par jour, et il allait continuer encore à vivre. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, vous pourrez prendre un peu de vitamine C, un peu de bicarbonate, mais enfin, faites des petites doses. Hein. Bonjour, je reviens à la batterie de cuisine. Qu'est-ce que vous pensez des poêles en téflon ? C'est très bien quand vous ne grattez pas avec un objet qui réduit le téflon en petits morceaux. Voilà, le problème des poêles téflon, c'est ça. C'est merveilleux, anti-adhésif. Mais oui. Mais les grands-mères, avant, elles ne nettoyaient pas les poêles, ils ne prenaient pas de téflon, elles prenaient des journaux avec les caractères d'imprimerie au plomb et ça faisait des poêles extraordinaires. Il y avait un microfilm de plomb et pour les omelettes, c'était extraordinaire. Vous pouviez retourner l'omelette, mais bon, je ne vous conseille pas non plus. Voilà. Non, mais le téflon, ça attache un peu si vous n'utilisez pas de téflon pour vivre avec ça. C'est pas bon quand même pour la maladie d'Alzheimer. Mais si vous utilisez une poêle téflon sans qu'elle soit rayée pendant la première année, vous n'avez pas de risque. Le téflon, c'est un polymère très rigide, qui ne se dégrade pas facilement.
Et le problème du téflon, s'il y en a un, mais enfin, c'est très inerte le téflon. C'est quand vous commencez à gratter, il y a du téflon qui se détache et des petits morceaux de téflon qui peuvent passer avec votre omelette dans l'alimentation. Mais c'est un produit, téflon, c'est inerte. Le problème du téflon et du plastique, il n'est pas pour vous, il n'est pas pour moi, parce que j'utilise aussi des poêles en téflon. Il est le fait que quand vous avez beaucoup de plastique non biodégradable qui part dans une rivière, et que la rivière part dans un fleuve, et que le fleuve arrive dans un océan, vous arrivez à des millions de tonnes de plastique qui n'ont rien à faire dans les océans. Et les plastiques n'ont pas été inventés pour aller nourrir les baleines. Et là, on a un problème majeur. Alors la Chine, qui était un gros producteur de plastique, et la Chine n'a pas su gérer ses déchets pendant quelques temps. Mais alors maintenant, comme ils sont 1,2 milliard et qu'ils utilisent beaucoup de sacs plastiques, et qu'ils ont mis l'habitude, les gens de Hong Kong ont dit arrêtez, les gens de Canton, la rivière des Perles, de nous mettre du plastique dans la rivière qui arrive à Hong Kong. Voilà. Alors, et il y a après, ça déverse et tout le monde en met. La Méditerranée, vous regardez, il y a de magnifiques cartes disponibles sur les sites de l'ONU où vous pouvez voir les pays qui ont l'habitude de jeter leur plastique dans la mer et les pays qui ont l'habitude de traiter les plastiques dans les incinérateurs. Donc voilà, il faut traiter nos déchets, pas les envoyer à la mer. Encore une autre question, toujours sur les poêles. Ah oui. C'est la mode des poêles en fer. Qu'est-ce que vous en pensez? Poêle en fer, c'est ce qu'utilisait ma grand-mère, mais je ne mets pas de papier journal avec du plomb. J'utilise aussi ça. Ça accroche plus que les poêles Téflon, mais c'est pas grave, mettez un peu plus d'huile d'olive. Non, mais c'est par rapport à la maladie d'Alzheimer. Ah non, attendez. C'est pas par rapport à l'accrochage. Non. Attendez, je vais pas vous paniquer avec le cuivre et le fer, c'est-à-dire que vous n'allez pas me faire le coup du collègue américain qui disait que les tuyauteries en cuivre, c'était pas bon pour l'eau. Arrêtons. Les tuyauteries, je lui ai posé la question, j'ai dit, et les Romains avec leurs tuyauteries en plomb? Ah non, c'est pas bon le plomb. Parce que le plomb, il passe dans l'eau. Et vous avez à ce moment-là du saturnisme. Ça, c'est pas bon. Quand vous êtes en bonne santé, ce qui est votre cas et mon cas actuellement, si on a un tout petit peu de fer, c'est pas celui qui vient de la poêle. Le fer que vous allez récupérer, c'est quand vous avez pris un bon beefsteak. Il y a une couleur rouge qui vient du sang, y compris dans le poulet, et là, il y a de l'hémoglobine. Et votre source de fer, c'est votre viande rouge. Alors vous me direz, il y a peut-être des véganistes dans la pièce, je ne mange pas de viande. Et vous aurez une carence en fer. Voilà. Quand les gens ne mangeaient pas de viande, il y a très longtemps, eh bien, ils avaient des problèmes de carence en fer. Ils vivaient moins bien. Donc voilà, rassurez-vous sur les poêles en fer et tout ça. Je vous signale que quand vous êtes en bonne santé, vous ne faites pas d'excès, que vos systèmes enzymatiques fonctionnent bien, vous avez une parfaite régulation de la circulation des ions métalliques. C'est-à-dire que si vous prenez un peu trop de fer parce que vous mangez un peu trop de viande, hop, l'excès est éliminé. Non, ça marche bien, un organisme vivant en bonne santé. Mais si vous ne prenez pas soin de votre corps, si vous faites des excès dans tous les sens, à ce moment-là, vous aurez plus d'ennuis que quelqu'un qui fait attention. Encore, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Winston Churchill... Mais bon, il y a une résistance extraordinaire du corps humain. N'oublions pas ça. Nous sommes très très résistants à un certain nombre de choses. Bonsoir. Monsieur, oui, c'est vous qui avez le micro, voilà. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre la maladie d'Alzheimer liée à l'âge et liée à la génétique connue, et si oui, est-ce qu'il y avait une différence dans les manières dont on essaie de les traiter? On ne sait pas traiter les deux, en fait. Ça, c'est un premier point. On n'a pas de médicaments actuellement, pour dire les choses telles que ça. On a quelques inhibiteurs d'acétylcholinéstérase et un inhibiteur de la recapture de N-méthylaspartate, mais on n'a pas grand-chose. Donc sur les maladies familiales, les cas qu'on appelle le Alzheimer génétique, c'est juste une accélération de la maladie plus jeune, voilà, avec le même problème, le même parcours, et une maladie qui dure 6 ans, 7 ans, qui est compliquée. Bonsoir. Rapidement, concernant le fer, c'est moins grave d'avoir une anémie que la maladie d'Alzheimer. Non, vous ne pouvez pas poser des choses comme ça. Excusez-moi, c'est pas comme ça. C'est parce que
Une anémie vous permettra pas probablement d'atteindre l'âge d'avoir la maladie d'Alzheimer. Vous mourrez avant. Je suis anémique. Oui, mais vous, alors si vous êtes en anémie, vous avez tout de même un traitement. Oui, c'est ça. Mais merci. mais merci j'ai des pour taux bas votre environnement médical, oui. qui va vous permettre de vivre plus longtemps par rapport aux gens qui n'avaient pas de traitement il y a 50 ou 60 ans. Sans traitement de fer, c'était. Enfin, moi, je l'ai découvert tard. J'étais très fatiguée. Mais sans traitement médical, il y a jusqu'à l'âge de 20 ans. Et on m'a dit que mon corps s'était habitué et que j'étais à des taux extrêmement bas jusqu'à ce que je marche comme une zombie. Oui, mais vous avez un traitement médical, fort heureusement, qui vous permet de vivre différemment par rapport à la situation des personnes qui sont en anémie permanente de fer. D'accord. Éventuellement aussi une deuxième question concernant les pronostics génétiques. Vous avez une petite idée? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas de corrélation actuellement établie par les épidémiologistes, parce que c'est déjà compliqué de savoir quels sont les paramètres impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Donc dans votre cas, je ne peux pas vous dire si vous avez plus de chance ou moins de chance. Très rapidement, les 3 métaux, concernant les 3 métaux, il faut avoir, passez-moi le terme pour rire, le tiercé, ou est-ce qu'il faut un seul métal sur 3 pour que... Mais non. Alors je vais essayer de reprendre mon message. Nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments métalliques pour fonctionner. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle des métalloprotéines, des métalloenzymes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fer pour vivre? C'est parce que nous sommes des animaux à sang chaud, avec un sang qui véhicule l'oxygène que nous respirons pour le distribuer dans toutes les parties du corps, avec une pompe qui fonctionne, et l'interface avec l'air ambiant, où il y a 19 à 20% d'oxygène, se fait au niveau des poumons. Et vous avez l'hémoglobine, qui est un complexe qui contient du fer, qui se réduit à l'état de fer 2. L'oxygène arrive sur le fer 2, reste, et va être transporté jusqu'aux protéines des myoglobines dans le muscle, qui font que vous allez avoir le relargage de l'oxygène. C'est comme ça. On a besoin de fer. On a besoin de cuivre pour nos enzymes. On a besoin de zinc, sinon, j'ai un collègue américain au Texas qui avait commencé à regarder l'influence du zinc sur les souris. Il supprimait le zinc de l'alimentation des souris, jusqu'au moment où les souris, elles n'avaient plus de mémoire et elles mouraient. Donc on a besoin de tout ça. C'est une question de dose et équilibre. Et nous sommes équipés. Tous les systèmes vivants sont équipés pour gérer ces équilibres. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, outre mesure. Par moment, quand vous avez un déséquilibre organisé pour une raison ou une autre, dû à une maladie, une insuffisance, un problème génétique ou autre, à ce moment-là, on essaye de réguler. Et c'est ça l'intérêt de la compréhension au point de vue scientifique, au point de vue médical, au point de vue pharmacologique, c'est d'essayer de réguler les situations. Mais rassurez-vous, autrement, quand tout se passe bien, on ne s'en aperçoit pas. Une question. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une part d'hérédité dans la maladie d'Alzheimer. Pour le génétique, les 2-3%, oui. Voilà. Il y a une origine génétique. C'est pour ça qu'on parle de maladie génétique. Voilà. Transmissibles, certaines ne le sont pas. Oui, pour le diagnostic, est-ce qu'il n'y a que l'imagerie médicale ou est-ce qu'on peut faire des analyses, on peut utiliser la chimie? Tout le monde cherche des biomarqueurs signifiants, comme on dit, dosables dans le sang. Pour l'instant, c'est pas encore... mais enfin, c'est un petit peu compliqué parce que, pour tout vous dire, imaginez qu'on ait un magnifique biomarqueur. À partir d'une simple prise de sang, et qu'on vous dise, ou qu'on me dise, que dans 10 ans, je vais développer une maladie pour laquelle je n'ai pas de médicaments, je ne vais pas bien vivre pendant 10 ans. Ça m'inquiète. J'aimerais bien que l'on puisse avoir des biomarqueurs et des médicaments en même temps, parce qu'autrement, ça va être terriblement angoissant. Voilà. Mais alors, quand l'imagerie médicale était moins performante que maintenant, il y a 20 ans, 30 ans, comment on faisait le diagnostic alors? Par l'observation Par l'observation. Monsieur Alois Alzheimer a fait la caractérisation de la maladie en 1900... On a fêté le 100e anniversaire il n'y a pas longtemps, c'était 1909,
1906, merci. 1906, donc il avait un cas d'Alzheimer familial dans un hôpital allemand. Il a dressé le tableau pathologique, et c'est la maladie d'Alzheimer due à un psychiatre allemand avant la guerre de 1914, parce qu'il y avait des troubles qui étaient la perte de mémoire. Ce que l'on sait, tout le monde sait à peu près quels sont les troubles. L'observation du malade, la pathologie. Oh, mais quand vous avez l'imagerie médicale qui est là, c'est déjà que les choses sont bien avancées et que de toute façon, le diagnostic a été fait avant. Les troubles dus à la maladie d'Alzheimer commencent bien avant que vous ayez une image forte au niveau du cerveau. Puis on s'aperçoit que c'est plus compliqué qu'on l'imaginait, parce qu'à un moment, on pensait plus il y a de plaques visibles, plus il y a maladie est forte, et ainsi de suite, et c'est pas si simple que ça. C'est un peu plus compliqué, donc. On est encore dans une période où on ne comprend pas tout de la pathologie et des signes, donc c'est un peu difficile. Bonsoir. Simplement, j'ai cru entendre tout à l'heure, pendant vous parliez des tests que vous avez fait, qu'il y a eu des tests faits avec des antipaludéens. Et... Sur souris. Oui, mais pourquoi des antipaludéens? Ah, parce que le paludisme... Le paludisme, c'est tout de même une maladie transmise par les moustiques qui touche un certain nombre de personnes dans le monde, qui touche beaucoup un certain nombre d'enfants. Le nombre de décès dus au paludisme dans le monde, dans des pays tropicaux, où il y a des moustiques, tigres en quantité suffisante et des personnes suffisamment infectées par le paludisme pour qu'il y ait le cycle complet entre le moustique, le plasmodium et les personnes. Et les médicaments classiques, les antipaludiques, je dis pas paludéen, parce que le paludéen c'est le malade. Alors l'antipaludéen, on n'est pas contre les malades, on est contre la maladie. Donc antipaludique comme antibiotique, facile à retenir. Eh bien, on n'avait pas de médicaments extraordinairement efficaces. Est apparu à la suite des travaux d'une dame qui s'appelle Yu Tu, une chinoise, premier prix Nobel scientifique en Chine, parce qu'elle avait découvert que dans l'armoise Artemisia annua, qui était une plante de médecine traditionnelle chinoise, il y avait un produit qui s'appelle l'artémisinine et qui permettait d'éliminer en particulier ce qu'on appelle le neuropalu, le paludisme dû à Plasmodium falciparum. Excusez-moi d'être un peu trop détaillé, mais voilà. Ce qui faisait que c'était efficace. Mais on avait besoin d'autres molécules, et on a regardé à un moment, essayer de faire des molécules hybrides entre des squelettes de type aminoclénoline comme la chloroquine et des trioxanes comme dans l'artémisinine. Voilà. On avait un modèle souris pour faire ça. Voilà. Oui, bonsoir, moi j'ai une question. J'aurais souhaité savoir s'il y avait un lien entre la maladie d'Alzheimer et une alimentation avec des pesticides, un excès de tabac, la pollution. Alors, moi, vous avez parlé de tabac. Ouais, oui, ça, tabac, alcool. Soyons clairs pour le tabac, arrêtez de fumer et vous vivrez sans cancer du poumon. Parce que s'il y a quelque chose pour lequel on peut éviter 30% des cancers, c'est le tabac. Non, ceux qui arrêtent de fumer, et ils sont nombreux dans la salle, vont échapper au cancer du poumon. Bien. Maintenant, quelle est l'influence du tabac sur la maladie d'Alzheimer? Je pense qu'il n'y a pas de corrélation. Quelle est l'influence de la pollution au sens large du terme? J'ose pas vous dire, mais parce que c'est à contre-courant. C'est très à contre-courant. Nous vivons dans un univers beaucoup moins pollué qu'il y a 50 ans. J'ai souvenir dans mon enfance passer près de ces magnifiques usines à gaz où on transformait du charbon pour faire du gaz qui alimentait le gaz de ville, avec du charbon qui n'était pas des sulfurés, avec du nuage d'oxyde de soufre. À Paris, actuellement, on ne dose plus les oxydes de soufre. Pourquoi? Il n'y en a pas. Les oxydes d'azote, ils n'ont jamais autant diminué. Mais il paraît qu'il y a 20 000 morts prématurées dues à la pollution automobile. Ouh.
Alors j'ai regardé un peu les statistiques. Ce qui est intéressant, c'est que tous les 10 ans, il y a 10 000 morts de plus. Au rythme où on va, ce sont des morts prématurées. C'est de l'épidémiologie, je vous le dis sincèrement, c'est de l'épidémiologie traficable. Et on est dans une période où beaucoup de gens ont envie de vous parler de pollution au-delà du raisonnable et sont en train de perturber la vie de nos citoyens pour différentes raisons. Beaucoup d'associations qui vous parlent de pollution ont une idée en tête. Faire rentrer des sous dans la caisse. Ils ont 10 000, ils ont 1000 ou 2000 salariés à payer à la fin du mois. Si ces organisations vous disent qu'il y a moins de pollution à Paris qu'il y a 50 ans, elles ferment boutique et elles ont 1000 chômeurs de plus. C'est un premier point. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont en train de vous expliquer que grâce à la lutte contre la pollution, ils vont être élus. Et ils peuvent tricher. Ils peuvent tricher sur les faits. La mort prématurée sur la pollution, je vous donne un exemple. Si vous avez quelqu'un de 95 ans qui a une insuffisance respiratoire et qui décède ensuite d'une embolie pulmonaire parce que le cœur, ceci et cela, on le classe comment dans l'acte de décès? 95 ans, grand âge, il est décédé d'une embolie pulmonaire. Où on dit c'est la pollution qui a fait qu'il y a une insuffisance respiratoire. C'est compliqué. Et je pense qu'on est en train de surjouer ce problème de la pollution automobile dans les grandes villes, mais pas à Pékin. Parce qu'à Pékin, ils brûlent du charbon non désulfuré. Et ils ont des poussières qui viennent du désert qui est au nord-est, ouest de Pékin. Alors ils ont des problèmes. Mais à Canton, dans la ville du Sud où je vais 3 fois par an, ils ont beaucoup moins de problèmes de pollution. Pourquoi? Ils ont supprimé le charbon, on ne chauffe pas en hiver à Canton, c'est un pays tropical. On a interdit les moteurs de temps, ça c'est une bonne idée. On a électrifié tous les petits vélos et les triporteurs. On a mis de la clim parce qu'il fait chaud l'été. Et derrière, ils sont le premier EPR au monde qui fonctionne à 1800 MW. Là, ils ont besoin d'électricité. Voilà. Et donc, ils n'ont pas les problèmes de pollution. Donc, il faudrait relativiser. Beaucoup de mes collègues épidémiologistes n'osent plus faire d'études épidémiologiques parce qu'ils savent que s'ils ne vont pas dans le sens où tout le monde veut aller, parce que quand je vois les journaux évolution, les morts prématurées dues à la pollution, c'est... D'abord, on enlève le mot prématuré. On ne dit plus mort prématuré, on dit mort. Ça, c'est terrible. Mais ce n'est pas la même chose de mourir d'un accident en faisant de l'escalade en montagne ou d'un accident de voiture et d'être d'une mort prématurée, peut-être que dans 10-15 ans, vous voyez, on mélange des choses. Et on est en train de tordre les études épidémiologiques sérieuses, éliminer du champ des épidémiologistes des gens qui n'osent plus y aller parce qu'il faut absolument publier dans le sens de la magnétite, c'est l'origine de la maladie d'Alzheimer. Et pour ça, mes collègues britanniques et le collègue chinois qui a publié un truc, ils ont tordu les faits expérimentaux. Et je trouve que c'est pas correct. Alors moi, je suis à un âge où je peux publier ce que je veux, n'importe quoi, personne, parce que je demande rien. Le truc, et c'est les Chinois qui me financent. J'ai pas besoin d'écrire des projets, de passer sous des fourches codines de comités où si je ne vais pas dans le sens qu'il faut, ça devient... Je suis un peu inquiet, je vous le dis, pour la liberté intellectuelle. Je suis un peu sérieux, mais je crois qu'il y a un moment, il faudra se calmer. Donc quand on parle de pollution et de mort, ajoutons le mort prématuré et allons jusqu'au bout. Je vais vous donner un détail. Il y a une étude britannique sérieuse qui a dit pollution égale mort prématurée. Et alors dans cette étude, c'est publié dans un journal britannique sérieux, ils ont pris des gens vivant près d'une autoroute londonienne. Ils se sont aperçus que près d'une autoroute londonienne, parce qu'il y a beaucoup de circulation automobile, il y a un peu de pollution là, il y a un pic d'ozone qui est supérieur à celui de Buckingham Palace. Et là, le taux de mortalité est plus faible. Alors, ils ont la netteté tout de même de dire, on n'arrive pas à comprendre
pourquoi ces gens-là, qui sont dans un univers pollué, vivent mieux que s'ils étaient à Buckingham Palace. Voilà. Alors, donc vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Il y a des hypothèses. Si vous avez quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, il faut lui donner un peu plus d'oxygène. Ce qui est le cas quand vous donnez un peu d'ozone, eh bien, vous lui soulagez ses problèmes. Si vous arrivez en insuffisance respiratoire dans un hôpital, la première chose qu'on va faire, c'est vous donner de l'oxygène. Ça va vous aider. Donc, on est dans une période compliquée. J'aimerais bien, moi, qu'on revienne sur du raisonnable, sur du factuel, et que l'on ne s'empare pas de sujets. C'est facile de dire aux gens, attention, vous allez mourir de la pollution. Je vois la discussion sur les poils Tefal. Et ensuite, la discussion sur le fait que quand il n'y a pas de Tefal, on est encore dangereux. Mais ce qui est bon, c'est une bonne omelette. Oui, de manger une bonne omelette avec un verre de vin agréable. J'espère que j'aurai droit à un verre de vin ce soir. Voilà. Et me détendre. On ne peut pas jeter en permanence des anathèmes et faire croire à l'ensemble de la population. Oui, nous sommes tous mortels, mais bon, souvenez-vous des courbes. À Louis XVI, à l'époque de Louis XVI, de Louis XIV, on mourait à 30 ans. Ah non, madame, c'était pas une moyenne, c'était la réalité. Quand vous regardez dans les cimetières et des gens, la seule chose pour avoir des gens qui mouraient plus tôt, c'est de faire une guerre. Quand vous allez dans un cimetière militaire, oui, les gens meurent entre 20 et 25 ans. Mais à l'époque, on mourait. Voilà, et l'espérance de vie a augmenté. La mortalité infantile a été largement diminuée. L'espérance de vie, les nombres de personnes qui décèdent dans les maternités en accouchant sont fort heureusement très rares. Donc on a changé les choses. En 150 ans de manière extraordinaire. Merci. Une question. Bonsoir. Donc dans le même esprit que les questions précédentes, je m'interrogeais sur la toxicité due au mercure. Dans ce même esprit, est-ce que ça fait partie des études tordues pour... Non, alors là... Non. Ou est-ce que c'est mais non, le mercure, c'est une véritable étude scientifique. Une véritable étude scientifique, voilà. Minamata, vous n'avez jamais entendu parler de Minamata ? Au Japon. C'est les Japonais qui ont... Minamata, c'est le mot. Si vous voulez comprendre la toxicité du mercure, c'est Minamata. Minamata, 1956, une usine qui utilise du mercure rejette du mercure dans la mer. Le mercure dans la mer peut s'alkyler pour faire du méthylmercure. Le méthylmercure, c'est un poison. Là, on est dans la science. Qu'est-ce qui se passe ? Ces pêcheurs voient du poisson qui n'est pas en bonne santé. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le vendre sur le marché. Donc, ce poisson-là va être utilisé par les pêcheurs et leurs familles. Et l'épidémie, la maladie créée par le méthylmercure est étudiée chez ces pêcheurs de Minamata pour la première fois. Ensuite, il y a un collègue aux États-Unis qui a parfaitement étudié tout le mécanisme de transformation du méthyle et la toxicité du méthylmercure. Là, il y a une véritable maladie. Ce n'est pas un hasard si on a supprimé le mercure de nos thermomètres, de ceci et cela. Quand j'ai vu les premières lampes pour remplacer les lampes au tungstène et que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de mercure, j'ai commencé à rouspéter parce que j'ai trouvé que ce n'était pas raisonnable. Parce qu'on était en train de fourguer des lampes qui contenaient du mercure au nom de l'écologie. Bon, ça s'est un peu calmé parce qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont commencé à dire non, le mercure, il y a une toxicité. Le plomb, il y a une toxicité. Donc on ne conserve pas comme les Romains le vin dans des fûts en plomb. C'est pas une bonne idée. Le saturnisme, ça existe. Les peintures au plomb, c'est un problème. Surtout quand les enfants en bas âge grignotent des peintures au plomb. Donc, il faut faire la différence entre les véritables pollutions, les véritables toxicités, et ce qui relève de quelque chose qui est exagéré, au-delà du raisonnable. Voilà, dire aux gens qu'on vit dans une époque dangereuse, et l'espérance de vie augmente régulièrement. Il y a, à l'époque, on vivait beaucoup, on n'avait pas de problème d'Alzheimer. On mourait avant. Il y a moins de cancers. À 30 ans, la probabilité de développer un cancer est bien plus faible qu'à 70 ans. Donc on est dans ça, il faut rester dans le raisonnable. Voilà. Gardons raison et évitons de nous faire... Le drame, je vais vous dire, sur Internet. Je vais vous raconter une petite anecdote sur l'eau de Javel.
j'ai un indicateur sur l'eau de Javel. Vous tapez bienfait de l'eau de Javel, à une époque, il y avait très peu de réponses. Vous tapez sur Google, très peu de pages, en quelque sorte. Puis, mettez danger de l'eau de Javel, et vous aviez des dizaines de pages. Alors, j'avais ça comme indicateur, parce que ça m'amusait beaucoup, parce que l'eau de Javel, beaucoup de gens imaginent que c'est un produit hyper dangereux. On oublie que ça permet de désinfecter des choses et qu'on a sauvé pendant les guerres de 14 avec le Daquin tous les gens qui avaient des blessures, des tranchées. Au lieu de mourir de la gangrène, on arrivait à faire des choses et à récupérer les gens. Bien, alors, l'eau de Javel, je vois à un moment s'inverser complètement les choses. Bienfait d'eau de Javel, ça monte en flèche sur Google. J'essaye de comprendre le phénomène. Et je m'aperçois que c'est des sites où on explique aux femmes qu'il faut se passer un tampon de coton imbibé d'eau de Javel sur le visage. D'où ça vient cette idée-là? Alors ça venait d'une manip faite en Californie, dans un laboratoire de Californie, où ils avaient envie de regarder l'évolution de la peau de souris sous un stress extérieur. Et comme ils savaient que l'eau de Javel, c'était tout de même pas un truc pour se badigeonner sur la peau, ils avaient badigeonné les peaux des souris avec un peu d'eau de Javel. Et alors, curieusement, c'est qu'il y avait une régénération un peu plus rapide du tissu. Une petite agression à l'eau de Javel faisait qu'après, il y avait une régénération. Et l'interprétation de ça fait que les gens, au lieu de faire du peeling, comme on dit dans les instituts de beauté, les gens se prenaient un coton de l'eau de Javel et tout ça. Et ça fait, sur Internet, une flambée. En 6 mois, tout le monde parlait des bienfaits de l'eau de Javel. Heureusement, l'industrie cosmétique a dit non, c'était la faillite. Donc, vous voyez, tout ça, méfiez-vous, tout ce qui circule sur Internet, il faut prendre du recul, il faut essayer d'éviter de se faire intoxiquer par tout ce qui peut circuler sur Internet. Le drame d'Internet, c'est que la fausse information diffuse à la même vitesse que la bonne information. Avant Internet, avant les ceci, pour diffuser, par exemple, un livre dans lequel vous aviez envie de raconter des balivernes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait taper à la machine, un truc, un manuscrit, aller voir un imprimeur. Et l'imprimeur, il se dit, votre livre, s'il y a plein de balivernes, moi j'ai envie de gagner de l'argent. Ça coûtait cher, il fallait payer tous les gens qui s'occupaient de l'impression, de la composition, et ainsi de suite. Maintenant, vous arrivez chez un imprimeur avec une clé USB, hop, et il y a une machine et vous sortez le livre à la sortie. Il y a 2 personnes qui interviennent dans la chaîne de production. Donc ça coûte pas cher actuellement. Et pour Internet, vous n'avez même pas besoin de faire ça diffuse. Avant, on ne pouvait pas diffuser les bêtises rapidement. Parce que l'imprimeur, l'éditeur, il allait voir des collègues, est-ce que monsieur X ou Y raconte des bêtises? Et les gens disaient, ça n'est pas la peine de l'éditer. Et donc, les livres scientifiques étaient édités par des gens sérieux, des maisons d'édition sérieuses, et vous aviez un espèce d'écrémage qui évitait la diffusion des imbécilités. Umberto Eco dit, ce qui était bien avec le café du commerce, c'est que les balivernes s'arrêtaient au pied du comptoir. Maintenant, les balivernes circulent. Et ça, c'est un drame. Voilà. Bon, il faudra apprendre à vivre. Voilà. Je fais des conférences dans les collèges, j'aime bien ça, avec les 3e pour leur expliquer qu'il ne faut pas écouter toutes les balivernes sur Internet. Et ils comprennent. Voilà. Bon, il y a une question. Oui, dans la pharmacopée chinoise, ils auraient pour Alzheimer. Vous qui connaissez un peu. Dans la pharmacopée chinoise, oui. C'est une merveilleuse pharmacopée. À Canton, il y a un thé dans les restaurants qui est le thé du mois en fonction de la saison. Ça chasse la chaleur, les trucs comme ça. C'est merveilleux, ça vous permet de goûter des thés extraordinaires. Alors il y a l'idée qu'avec toutes les plantes, on va pouvoir tout soigner. Alors il y a des moments où c'est vrai. Quand je vous parle d'Artémisia annua, dans la pharmacopée chinoise, dès le IIe siècle, il y avait des traités de médecine traditionnelle chinoise qui expliquaient qu'en faisant une décoction de cette armoise, Artémisia annua, dans de l'eau, faisait bouillir un petit 10 minutes, eh bien, on chassait les fièvres. Et au XVe siècle, on avait déjà fait la relation entre cette décoction d'Artémisia annua et le fait que les fièvres de marais
qu'on n'appelait pas le palu, le malaria, c'est le mauvais air du marais en italien. Et donc, les fièvres de palu, les fièvres des marais, c'était le palu. Donc, on savait qu'il ne fallait pas aller dans les endroits où il y avait... On n'avait pas encore compris le moustique, il faut attendre le 19e siècle, mais on avait fait cette relation, et il y a des choses, simplement, quand vous avez un cancer, ben, vous avez beau prendre des tisanes, fait rien. Voilà. Et les Chinois, actuellement, veulent conserver leur médecine traditionnelle. Ben, ça fait du bien, ça réconforte. N'oubliez pas que l'eau potable en Chine, ça a toujours été un problème, parce qu'il y a beaucoup de gens, et donc quand vous faites bouillir de l'eau, vous avez de l'eau, vous mettez du thé, c'est potable, voilà. Il ne faut pas boire de l'eau comme ça, qu'on récupère n'importe où, n'importe comment. Donc c'est une bonne façon de boire de l'eau. La médecine traditionnelle, ça fait du bien à l'esprit, et quand ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien, quand votre système immunologique est content, vous êtes heureux, tout ça. Mais par contre, ils sont furieusement demandeurs d'anticorps monoclonaux pour le cancer, d'antibiotiques modernes pour tuer toutes les bactéries résistantes, d'avoir des molécules pour Alzheimer. C'est pour ça qu'ils me donnent de l'argent, sinon ils m'auraient laissé en France. Et voilà, donc ils sont pour les deux, le beurre et l'argent du beurre. Merci, professeur. Je voudrais vous dire à l'année prochaine, et l'année prochaine, c'est en octobre. Donc, c'est dans pas longtemps. Et vous dire aussi que je remercie Bernard, parce que vraiment, on a une conférence qui est à la fois très dense, en qualité et en quantité, en anecdotes et en rappel au monde réel. Et à un chimiste comme lui, je voudrais aussi en rajouter un peu. Les machines d'aujourd'hui, les machines qui permettent de mesurer et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un aliment, à l'intérieur d'une peinture, qui permettent d'analyser. Elles mesurent des atomes. Il y a 30 ans, elles mesuraient des milliards d'atomes. Aujourd'hui, on est capable de trouver un atome. Donc vous trouverez toujours l'atome, le cadmium dans le poisson. Vous trouverez toujours un atome de tungstène dans le fauteuil. Et donc vous aurez toujours matière à publier des choses pour dire que tout est mauvais. À partir du moment où on peut mesurer des atomes, c'est celui qui maîtrise la plume qui pourra vous inquiéter. Et une société inquiète est une société qui ne va nulle part. Alors ayons confiance dans la science, ayons confiance dans la sagesse des scientifiques et repensons à un mot simple. En latin, sapiente, la sagesse, ça va avec le savoir, la connaissance, la compétence, le dialogue, l'échange et l'acceptation qu'on ne sait pas tout de suite et définitivement, mais qu'on progresse tout le temps. Et que ce qu'on sait aujourd'hui, dans 30 ans, il y aura des gens qui diront que ce n'était pas assez vrai. Mais c'est vrai aujourd'hui et ça marche. La science, ça marche. Alors, ayez confiance. Bonne fin de printemps, bon été, bon début d'automne. À tout bientôt. Bonne soirée.